Bientôt viendra ce qu'on appelle l'homme amélioré, roi de l'adaptabilité, de la performance programmée. D'ailleurs, il est presque là, puisque les spécialistes de l'assurance ont sorti leurs calculettes pour repenser financièrement leurs risques et cartographier ce qui relève de l'humain et de la machine. Tout ça est en cours. Le renversement du mal-être au travail en prescription du bien-être est une nouvelle preuve des glissements sémantiques sur le réel du travail. L'injonction au bien-être a ouvert son marché avec le label qualité de vie au travail. Vous savez, il y a tout un marché qui s'organise autour de ça. Ce qu'on appelle la QVT, pour les initiés. Voilà, donc c'est une nouvelle QV qui arrive avec de nouveaux indices, quantitatifs surtout, et quelques-uns qualitatifs. Voilà. À la FAP, on a la chance d'avoir un espace réflexif autour de la question de l'accompagnement, en nous demandant aujourd'hui, est-ce qu'on est heureux entre deux prescriptions, d'être là où nous sommes, où nous souhaiterions être peut-être, où nous projetterions d'être. Cet après-midi, on a le privilège d'accueillir Roland Gory, qui va nous poser cette question, peut-on prescrire le bonheur ? Alors, Roland, c'est un récidiviste, parce que on a eu le syndrome des imposteurs, la dignité de penser, la folie évaluation, où là, il est allé du côté de la normitude, regarder un peu ce qu'on pouvait en dire. Et puis, faut-il renoncer au bonheur pour être heureux ? Et il y a déjà un prochain livre dans les tuyaux. C'est un homme très productif, c'est très impressionnant. Voilà. Et on se souvient qu'il y a eu l'Empire des coachs. Là, il nous avait gratté là où ça fait mal, pour nous re-questionner un peu sur notre métier. Voilà. Donc, grand merci d'être là, vraiment, Roland. Une pensée émue pour Daniel Morel, qui a aidé très largement à préparer cette conférence, qui malheureusement a été retenue pour des obligations familiales. Merci à Annie Touzla, qui sans doute va nous faire une petite visite, qui est la responsable de ces lieux et qui nous accueille très chaleureusement. Voilà. Eh bien, merci Christian et bonjour à toutes et à tous. Vous parlez du bonheur, mais peut-être je vais commencer de manière un peu provocante en essayant de vous dire que peut-être demain, nos métiers du soin, de l'éducation, de la formation, de la culture, seront amplement remplacés par des machines. C'est-à-dire que l'envahissement du système technicien, comme disait Jacques Ellul, fait qu'on peut se demander de plus en plus si la place, je dirais, du soin prodigué par un humain est encore d'actualité. Alors, puisqu'il est question quand même de bien-être, de bonheur, et également de ceux qui peuvent en quelque sorte l'accompagner, puisque tel est le signifiant sur lequel vous vous êtes placé, celui de l'accompagnement, je vous propose une petite expérience qui est réelle, qui a eu lieu à Londres, mais qui a aussi lieu aux Pays-Bas actuellement, et qui, bien sûr, depuis déjà une dizaine d'années, est en vogue aux États-Unis. Et comme vous le savez, il faut à peu près 10 ans pour que l'Europe recycle les surplus américains. Donc, je vais vous raconter cette petite histoire qui est la suivante. C'est une expérience pilote. La loi de 2012 à Londres permet de poursuivre toute personne qui, ayant abusé d'alcool, se trouve pris dans des déviances sociales, des illégalismes, si vous voulez, plus que de la délinquance, du style ébriété, altercation, éventuellement injures, voire bagarre. Alors, ces personnes prises dans cet état, pourrait-on dire, se trouvent sanctionnées par la justice et elles sont condamnées souvent d'abord à la sobriété, à l'abstinence, et aussi à pointer régulièrement auprès de la police pour passer un test d'alcoolémie. Et arrive ce projet pilote. Le projet pilote, donc ça c'est la loi de 2012, et le projet pilote est un peu plus récent. Il apparaît comme moins contraignant puisqu'il consiste, comme pour les personnes assignées à résidence, à porter à la cheville un bracelet noir qui, avec un boîtier électronique, n'est-ce pas,
analyse, mesure toutes les 30 minutes le taux d'alcoolémie présent dans la sueur. À la moindre pinte de bière, donc, l'objet envoie une alerte qui renvoie le fautif devant le tribunal, le condamnant à une amende régulière, voire en cas de récidive, n'est-ce pas, à une peine de prison. Bon. Ce qui est intéressant, c'est la déclaration de Boris Johnson, le maire de Londres, parce que je pense que ça nous interroge sur, n'est-ce pas, ce qu'il est né de la relation de soins, d'aide, d'accompagnement dans notre société. Il dit « Le projet ne s'adresse pas aux alcooliques les plus sérieux, ceux qui sont connus de la police. On vise les gens qui exagèrent un peu trop un vendredi ou samedi soir et se retrouvent pris dans des délits liés à l'alcool, par exemple des bagarres. Plutôt que de les emprisonner, on peut les aider avec cet appareil. » Coach, c'est fini, hein? Bon, il y a l'appareil maintenant. On peut les aider avec cet appareil. Et il ajoute, je crois que c'est moins cher et plus efficace. Là, vous avez absolument tout. On pourrait presque en rester là au niveau de ma modeste intervention de cet après-midi. C'est-à-dire que on peut les aider, ça veut dire que c'est la conception que notre société a de la relation d'aide, qui est bien sûr symptomatique, si vous voulez, n'est-ce pas, de la substance éthique de notre civilisation des mœurs, c'est-à-dire, n'est-ce pas, de nos valeurs. L'aide, aujourd'hui, passe par le truchement des machines, des systèmes techniques, j'y reviendrai. C'est moins cher. C'est moins cher. Là, alors, avec le néolibéralisme, tout est dit. Si c'est moins cher, n'est-ce pas, il n'y a plus à réfléchir. D'ailleurs, les chiffres sont faits pour ça, pour ne pas avoir à réfléchir. Et c'est plus efficace. C'est plus efficace, c'est le langage des machines. Il faut que ça fonctionne. Quel est le désir du maître, disait Lacan? Le désir du maître, c'est que ça tourne, c'est que ça fonctionne. Donc peu importe, encore une fois, ce que pense le sujet, ce qu'est le sujet, la seule chose qui compte, c'est que son comportement tourne comme le prescrit les exigences d'une machine. Alors, je reviendrai très largement là-dessus, mais peut-être d'entrée de jeu, avant de poursuivre sur cette expérience, vous dire que pour moi, ça relève tout à fait de ce que j'appelle la prolétarisation généralisée de l'existence. Qu'est-ce que c'est la prolétarisation généralisée de l'existence? C'est la confiscation par le système technicien des modes d'emploi pour vivre. C'est-à-dire, n'est-ce pas, si vous voulez, les modes d'emploi pour exister, pour vivre. Je ne vous apprends rien en vous rappelant que le terme de prolétaire, que Marx emprunte à la philosophie et à la civilisation antique, le terme de prolétaire suppose que est prolétaire, pas simplement l'ouvrier eu égard aux conditions misérables de son existence, liées à l'industrialisation, l'urbanisation, etc., n'est-ce pas, de la deuxième moitié du XIXe siècle, enfin du XIXe siècle d'ailleurs, et la révolution industrielle précisément entre 1880 et 1920, pour aller très vite, n'est-ce pas? C'est pas simplement des conditions matérielles, il est un prolétaire en tant que la machine a confisqué sa capacité à être et à penser, c'est-à-dire la machine a confisqué son savoir-faire et son savoir d'artisan. Et dans artisan, il y a art, puisque nous sommes dans une école supérieure d'art appliqué. L'art, c'est de ça dont il s'agit, bien sûr, se trouve confisqué. Il n'est plus, comme dit mon ami Bernard Lubin, il n'est plus œuvrier, si vous voulez. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ce sont les machines qui prescrivent à l'homme, n'est-ce pas, les gestes les plus rationalisés, les plus fragmentés, les plus précis aussi, qu'il doit accomplir. Et vous vous souvenez de cette phrase terrible de Simone Weil, la philosophe élève d'Alain, n'est-ce pas? On se résigne à nourrir les hommes pour qu'ils servent les machines. Et elle ajoute, tout se passe comme si le lieu de la décision se voyait déplacé de l'être de l'artisan vers le mode d'emploi de la machine qui lui prescrit justement les actes qu'il doit accomplir. Donc la prolétarisation, c'est donc la confiscation, si vous voulez, d'une capacité symbolique à faire œuvre au sein de son travail, au sein de sa pratique. J'ajouterai, après Marx, j'ajouterai
qu'il ne s'agit pas simplement du travail, il ne s'agit pas simplement du produit du travail, puisque cette confiscation opère au niveau des processus de production. C'est-à-dire pas simplement des produits, mais au niveau des processus de production. Or, ce sur quoi Marx insiste, et c'est repris par Marcuse, n'est-ce pas? Ce sur quoi il insiste, c'est que lorsque l'ouvrier produit, il ne produit pas que des biens ou des services, il se produit lui-même. Et donc il se produit dans une posture d'aliénation à partir du moment où se trouve confisqué, si vous voulez, ses capacités à œuvrer. Chose très importante qu'on trouve par exemple aussi chez Jean Jaurès, n'est-ce pas? Il ne produit pas que lui-même, il produit un type d'humanité. C'est-à-dire que produisant, il se produit et il produit une figure anthropologique de l'humain. Alors, j'ajoute juste, vous savez, c'est l'histoire du nain sur les épaules du géant, j'ajoute juste un truc à ma sauce, n'est-ce pas? Le paysan se trouve prolétarisé à partir du moment où son savoir-être, son savoir-faire de paysan se trouve confisqué par les exigences des industries agroalimentaires. Et, un pas de plus, n'est-ce pas, le médecin, le psy, le travailleur social, n'est-ce pas, l'enseignant, le chercheur, le magistrat, le journaliste, l'acteur culturel, se trouvent prolétarisés à partir du moment où leur savoir-faire artisanaux se trouvent confisqués par les exigences de machines immatérielles mais bien réelles que sont les protocoles d'évaluation, que sont les règles de bonne pratique, que sont, si vous voulez, tous les dispositifs construits comme fabrique de servitude volontaire, fabrique de soumission sociale librement consentie. Allez aujourd'hui vous écarter à l'hôpital des règles de bonne pratique et vous verrez les problèmes que vous allez rencontrer. On voit bien que, avec, n'est-ce pas, bon là on en parlera peut-être tout à l'heure, mais l'introduction, si vous voulez, des méthodes de management du privé, benchmarking, etc., dans le domaine de ce qui était jusqu'alors des services publics, c'est-à-dire des missions à accomplir, n'est-ce pas, est véritablement de l'ordre de l'imposture, parce que repose sur des équivalences purement procédurales et formelles et pas du tout réelles. Je vous donne juste un tout petit exemple, je peux vous en donner 50, n'est-ce pas? Un exemple très simple, c'est, vous avez les conseillers de Pôle emploi, ils sont évalués sur le nombre de demandeurs dont ils permettent la réinsertion sur le marché de l'emploi. À partir de ce moment-là, ils développent des stratégies, des postures, de choisir parmi les dossiers ceux qui ont le plus de chances de produire un résultat quantitatif. Résultat des courses, on est dans une posture totalement antidémocratique, puisque théoriquement, ces conseillers sont là pour servir les plus vulnérables d'entre les demandeurs d'emploi. De la même manière, vous avez, par le truchement de ce type d'évaluation quantitative formelle, n'est-ce pas, eh bien, vous avez automatiquement, si vous voulez, des stratégies pragmatiques, voire cyniques ou opportunistes, n'est-ce pas, qui consistent à tout prix à réinsérer les demandeurs d'emploi sur des emplois, quelle que soit, encore une fois, la qualité de l'emploi ou la qualité, si vous voulez, du poste trouvé. Bon. Je pourrais, mais je n'ai pas le temps, je vais vous parler du bonheur, je vous le promets, je pourrais bien sûr développer la même chose au niveau de la T2A, de la tarification de l'activité à l'hôpital, où il va de soi que ce sont les actes techniques qui acquièrent une visibilité sociale et symbolique, et à partir de ce moment-là, je peux vous dire, pour travailler depuis 30 ans avec la fac de médecine, je peux vous dire, si vous voulez, qu'on voit le paysage des spécialités médicales se recomposer sous de nouvelles hiérarchies qui va favoriser les spécialités les plus techniques, les plus lourdes en matériel et les plus, je dirais, facilement quantifiables. Le temps clinique accordé, n'est-ce pas, à l'écoute, par exemple, est de l'ordre de quelques secondes, quelques minutes, n'est-ce pas, la plupart du temps, pour les patients. Et bien sûr, toutes les spécialités les plus cliniques et les moins techniques sont largement disqualifiées.
je peux vous dire que la gynécologie médicale, par exemple, n'est-ce pas, c'est vraiment la parente pauvre de la gynécologie obstétricale. Il va de soi qu'en pédiatrie, c'est la pédiatrie génétique qui va compter, pas du tout la pédiatrie clinique, etc. Et on voit bien d'ailleurs comment s'institue une espèce de fracture, même à l'intérieur des spécialités, entre la noblesse et l'aristocratie, n'est-ce pas, hospitalo-universitaire. Alors, ça va être le mélanome en dermatologie, ça va être les trucs très lourds, pour aller vite. Et puis, les pratiques libérales, qui sont les pratiques pauvres. Ce sont les va-nu-pieds, si vous voulez, de la médecine. Mais c'est accru, n'est-ce pas? Cette disqualification s'accroît du fait même que l'individu, pourrait-on dire, n'est plus, à partir de ce moment-là, que le moyen, le patient n'est plus que le moyen par lequel on fait rentrer de l'argent dans le pôle médico-chirurgical. Au point que, par exemple, n'est-ce pas, un logiciel d'optimalisation des soins est mis en place dans les hôpitaux qui ne consiste pas à améliorer la qualité des soins, n'est-ce pas, mais qui consiste à apprendre aux médecins à surfacturer les actes qu'ils accomplissent avec les patients. Résultat des courses, vous mettez les soignants, n'est-ce pas, dans un conflit de loyauté entre l'éthique de leur métier tel qu'il leur a été transmis, et puis, n'est-ce pas, les exigences normatives de la gestion qui demandent, encore une fois, et vous n'imaginez pas à quel point les hôpitaux sont endettés, vous n'imaginez pas le nombre de courriers, n'est-ce pas, auxquels on a affaire, qui mettent en évidence que l'hôpital est en déficit, l'hôpital est endetté, etc. Et il faut faire entrer de l'argent. Donc, vous voyez, on en est au point, je vous raconterai une petite histoire tout à l'heure, ou je vais peut-être vous raconter tout de suite, comme ça vous détendra, et après je vous parlerai du bonheur. L'histoire est la suivante, toi tu dois la connaître, c'est l'histoire des deux Francis, je vais raconter sur les ondes. Hein? De quoi? De Francis? Oui. Ah mais là ils sont deux. Alors c'est deux Francis qui vous êtes dédoublés alors, qui habitaient le même village. L'un était prêtre et l'autre était chauffeur de taxi. Et le hasard voulut qu'ils meurent le même jour. Alors Francis, le chauffeur de taxi, passe en premier et le Seigneur regarde ses registres et lui dit: va mon fils, tu as mérité le paradis, voilà ta tunique d'argent et ton bâton en platine. Arrive ensuite Francis le prêtre, le Seigneur consulte ses registres et lui dit: va mon fils, tu as mérité le paradis, voilà ton bâton de chêne et ta tunique de lin. Alors Francis le prêtre est quelque peu surpris, déstabilisé. Lui, Seigneur, il doit y avoir une erreur. Je ne vais pas dire du mal de notre Francis, je le connais, nous sommes du même village. C'est un mécréant, il est athée, il picole, il a des tas d'accidents, il est très violent. Je ne comprends pas très bien. Moi, j'ai servi votre foi, j'ai assuré la propagande du dogme, j'ai donné tous les sacrements à ces mécréants. Le dimanche, j'ai dit la messe. Je ne comprends pas. Lui, vous lui donnez ce mec-là, vous lui donnez comme ça une tunique d'argent, un bâton en platine, et moi, vous donnez une tunique de lin et un bâton de chêne. Il doit y avoir une erreur. Alors, le Seigneur dit: nous en vérifier, il consulte ses registres et il lui dit: non, mon fils, il n'y a pas d'erreur, nous avons changé nos critères d'évaluation. Chaque fois que tu disais la messe le dimanche, tout le monde s'endormait. Chaque fois qu'il conduisait, tout le monde priait. Vous avez donc là une évaluation par critères quantitatifs de performance. Alors, ce qui est terrible, c'est que ça nous fait rire, mais en même temps, je peux vous dire que c'est aujourd'hui ce qu'il en est des dispositifs d'évaluation. C'est-à-dire, effectivement, les indicateurs quantitatifs de performance n'ont aucun état d'âme eu égard aux exigences éthiques des métiers et des finalités pour lesquelles ces métiers ont pu être créés. Donc voilà, pour aller très vite, ce que je voulais dire comme ça en commençant, mais je vais quand même terminer mon histoire de bracelet londonien qui fait fureur aux Pays-Bas et qui, encore une fois, existe déjà aux États-Unis. Alors, mais, point extrêmement important, après je vous parle du bonheur promis, le point extrêmement important, c'est qu'il s'agit à Londres d'un vrai problème de santé publique, pour la bonne raison que 40% des urgences
n'est-ce pas, sont embouteillés, pourrait-on dire, sans jeu de mots, par des gens qui ont des problèmes éthyliques. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, 40% des urgences, ce sont, si vous voulez, des usagers qui ont un problème d'excès éthylique. Et donc, on a un vrai problème de santé publique. Alors, la solution, c'est la technique. Et c'est ça le problème de notre société. Donc, vous voyez, c'est de ça dont je vais vous parler aussi. C'est-à-dire qu'à un problème humain, réel, social, psychologique et autres, la réponse, c'est la technique. La réponse, c'est la technique. Et c'est pour ça que je vous ai dit en plaisantant, mais à peine en plaisantant, que demain, ce ne sera pas les psys, on va les psychanalystes, ce ne seront pas les coachs, ce ne sont pas les accompagnateurs, etc. Ce ne sont pas les travailleurs sociaux, ce sont les machines, les robots sociaux qui assureront ce boulot. On en parlera sûrement dans le débat. Alors, est-ce que c'est efficace ? Alors, aux États-Unis, donc, ils sont utilisés depuis 10 ans. Il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'effectivement, les résultats initialement sont positifs. Par exemple, dans le Dakota du Sud, seuls 5% des condamnés boivent pendant la période où ils portent l'appareil. Mais après l'avoir enlevé, leur taux de récidive est assez proche des autres personnes impliquées dans un délit lié à l'alcool. Et que donc, en gros, on leur a greffé un surmoi portatif, si j'ose dire, mais ils ne se sont pas appropriés. Ils ne se sont pas appropriés, si vous voulez, la conduite de leur conduite, comme aurait dit Michel Foucault. Ils ne se gouvernent pas pour autant. Ils ne se sont pas appropriés l'intentionnalité morale qu'il y a dans l'acte de régulation du lien à l'alcool. Et c'est ça qui importe. Si vous vous souvenez de Walter Benjamin, le philosophe disait, n'est-ce pas, que la morale n'est pas simplement la réalisation de comportements moraux. Ça, c'est à la portée du premier chat venu. Il fait mieux que l'homme d'ailleurs, n'est-ce pas ? Ce qui compte, c'est l'intentionnalité morale. Et qu'en gros, vous pouvez avoir des actes moraux au sens où ils sont adéquats aux exigences des normes, surtout pas racistes, surtout pas sexistes, surtout pas ceci, surtout pas cela. Les gens, vous les dressez comme ça, il n'y a pas de problème. Hein ? Mais est-ce que pour autant, ils ont intériorisé la substance morale des actes qu'on exige d'eux? Rien n'est moins sûr. Et vous le savez, c'est le problème essentiel de notre traitement psychologique et social, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on peut tout à fait obtenir, en conditionnant de différentes façons, on peut tout à fait obtenir, vous voyez, que les gens se comportent d'une certaine manière. Il y a même des petits traités de manipulation à l'usage des honnêtes gens, qu'ont commis mes amis Beauvois et Joulet notamment, n'est-ce pas ? Il y a des stratégies assez adéquates pour inciter les gens à se comporter de telle ou telle manière. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils adhèrent aux valeurs, n'est-ce pas, qui supportent ces comportements. C'est ce point qui est essentiel, voyez. Et donc là, on est face à quelque chose qui, à mon avis, n'est-ce pas, est effectivement au centre de la manière dont notre civilisation des mœurs prescrit des comportements par des dispositifs de contention technique. Cette technique peut être d'ailleurs tout à fait immatérielle, c'est pas forcément le bracelet. J'essaierai on en parlera dans le débat, mais il est évident que la plupart des dispositifs de surveillance aujourd'hui n'ont pas du tout besoin d'une technique massive comme un bracelet, n'est-ce pas, ou un truc qui vous visse, n'est-ce pas ? Il va de soi que, par exemple, l'ombre numérique des pas que vous pouvez accomplir sur le net, n'est-ce pas, détermine votre profil. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il va de soi que, par exemple, si vous ne payez pas les services que vous rendent Google, Yahoo, etc., vous les payez. Vous ne le savez pas, mais vous les payez. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. L'argent, c'est vous. C'est-à-dire vous payez par les traces numériques que vous laissez et qui peuvent se revendre. Et donc, votre profil se détermine comme ça. Et ensuite, vous avez les offres qui suivent, n'est-ce pas, en fonction de l'ombre numérique de vos pas, si j'ose dire. Voyez ? Donc, c'est même pas la peine d'avoir un bracelet électronique. D'une certaine manière, la surveillance est déjà lancée. Et nous sommes là dans quelque chose qui pourrait être un nouveau totalitarisme soft, totalitarisme mou, pour l'instant, je dirais. Pour l'instant. Alors,
j'avais promis de parler un peu du bonheur, je vais vous parler un peu du bonheur. Bon. La première chose qu'on pourrait dire, c'est qu'aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de manuels sur le bonheur, de recommandations pour bien vivre. N'oublie pas d'être heureux. Les 36 leçons pour pouvoir obtenir le bien-être. Les 48 leçons pour rendre votre femme heureuse, etc. Bref, vous avez tout un tintamarre autour du bonheur. Et je ne peux m'empêcher de penser à la phrase de Prévert. J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il faisait en partant. C'est-à-dire que jamais plus qu'aujourd'hui, on peut se demander si vous voulez, le tintamarre autour du bonheur n'est pas justement le reflet symptomatique, la disparition de son expérience. Souvent d'ailleurs, dans l'histoire des concepts, c'est l'école de Francfort, c'est Adorno notamment qui avait remarqué que, par exemple, la psychologie et la sociologie apparaissent à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire au moment où les relations interpersonnelles s'estompent, s'effacent. C'est-à-dire, en gros, un peu comme si ce dont on parlait beaucoup à un moment donné, à une époque donnée, n'est-ce pas, dans une société donnée, était la trace de ce qui, en tant qu'expérience, est, si ce n'est en train de disparaître, du moins largement menacé. Je peux vous dire un point que je connais aussi un peu, l'éthique médicale. On n'a jamais autant fabriqué le comité d'éthique, n'est-ce pas, qu'au moment même où la dimension éthique dans l'acte médical et la prise en charge du patient, n'est-ce pas, est extrêmement problématique pour la raison dont je vous ai notamment parlé tout à l'heure. C'est la protocolisation des traitements et des diagnostics qui finalement confisque la capacité du médecin de décider d'une certaine façon. Et bien sûr, n'est-ce pas, ce que j'appelle la curatelle technico-financière qui l'oblige à introduire des critères extrinsèques à l'acte médical lui-même. Alors, juste un petit mot sur la question du bonheur pour essayer d'abord de dire que ce mot est un mot extrêmement polysémique, donc à plusieurs sens, et que c'est peut-être important de voir quel sens notre société donne en tant que cette signification reflèterait peut-être les valeurs de notre société, de notre civilisation des mœurs. Le bonheur, vous le savez, est une expérience sensible. C'est un des sens premiers. Le bonheur, relisez Nos Atipasa de Camus, le bonheur, c'est l'harmonie avec soi-même, avec son corps, avec la nature, n'est-ce pas ? C'est une harmonie sensible. Une harmonie sensible, n'est-ce pas, qui est partagée avec l'autre. Souvenez-vous encore, si nous prenons Camus, n'est-ce pas, de ce moment où le docteur Rieu nage avec un autre personnage, j'ai oublié le prénom, peu importe, n'est-ce pas, ils nagent, ils ont un moment de bonheur ensemble, d'amitié, sans parler, mais quelque chose d'un partage du sensible, d'un partage d'expérience, fait la substance de ce moment de félicité partagé avec l'autre. C'est un point très important, parce que nous verrons que, si vous voulez, aujourd'hui, le bonheur, mais pas qu'aujourd'hui, mais notamment aujourd'hui, le bonheur peut être de plus en plus, si j'ose dire, solitaire. Comme on parle de plaisir solitaire, c'est un peu de la même chose dont il s'agit. Alors, si on pose la question, et c'est quand même ce qui nous intéresse aussi, de savoir si il y a possibilité de prescrire le bonheur, s'il y a possibilité de le prescrire sur ordonnance, ou par des manuels, ou par des manières de faire, vous vous rendez bien compte que l'association d'un dispositif de contrainte ou d'une manière procédurale avec une expérience sensible constitue un oxymore. C'est-à-dire l'association de termes contraires. Comment est-ce qu'on peut, en somme, vous produire, n'est-ce pas, une expérience intime, sensible, qu'est le bonheur, si c'est sur ordonnance ou si c'est, n'est-ce pas, sur prescription, même procédurale, sur manière de faire, sur exercice. C'est comme quand on dit à quelqu'un jouit. On peut être à peu près sûr qu'il va être impuissant. Donc la seule manière, pourrait-on dire, de répondre à l'exigence normative, c'est bien sûr, si ce n'est la révolte, c'est l'apathie, ou si ce n'est l'apathie, c'est de se soustraire à cette exigence, c'est-à-dire, n'est-ce pas, par exemple, le refus de jouir. Bon. Alors, sur quoi ce que je vais développer tout à l'heure, ben, j'en parle pas tout de suite, n'est-ce pas,
c'est cette idée que les représentations du bonheur au cours de l'histoire des sociétés humaines évoluent considérablement et révèlent, si vous voulez, la substance éthique de ces sociétés. Et aujourd'hui, peut-être, le bonheur, pas qu'aujourd'hui aussi, mais aujourd'hui notamment, le bonheur, si vous voulez, apparaît de plus en plus comme une espèce de rhétorique de propagande qui justifie, qui légitime des logiques de domination sociale. Donc, en gros, aujourd'hui, on vous promet le bonheur pour pouvoir vous conduire à agir d'une certaine manière, à vivre d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on ne va pas le faire au nom de l'autorité religieuse, au nom de l'autorité royale, au nom de l'autorité républicaine, etc. Non, on va vous dire, vous serez plus heureux demain, vous serez, n'est-ce pas, demain à même de transmettre ce bonheur à vos enfants, etc. Donc, je vais y revenir, mais cette idée, c'est que nous avons aujourd'hui une conception du bonheur qui est très proche de ce que décrivait Alexis de Tocqueville au milieu du XIXe siècle, lorsqu'il parlait de la démocratie en Amérique et où il écrivait « Les hommes des temps démocratiques ont besoin d'être libres afin de se procurer plus aisément les jouissances matérielles après lesquelles ils soupirent sans cesse. Lorsque le goût des jouissances matérielles se développe chez un de ces peuples plus rapidement que les lumières et que les habitudes de la liberté, il y a un moment où les hommes sont emportés comme hors d'eux-mêmes, à la vue de ces biens nouveaux qu'ils sont prêts à saisir. Préoccupés du seul soin de faire fortune, ils n'aperçoivent plus le lien étroit qui unit la fortune particulière de chacun d'eux à la prospérité de tous. L'exercice de leur devoir politique leur paraît un contretemps fâcheux qui les distrait de leur industrie. Ces gens-là croient suivre la doctrine de l'intérêt, mais ils ne s'en font qu'une idée grossière, et pour mieux veiller à ce qu'ils nomment leurs affaires, ils négligent la principale, qui est de rester maître d'eux-mêmes. Donc on a là, vous voyez, pourrait-on dire, la réponse de Tocqueville à la question de savoir est-ce que on peut être un esclave heureux. On verra que ce n'est pas incompatible dans notre société, dans notre civilisation. Ça l'est beaucoup plus si on prend la philosophie antique notamment. Donc, on voit bien, n'est-ce pas, je vais y revenir, mais on voit bien comment, en quelque sorte, à un moment donné, si vous voulez, la signification du mot bonheur change. On va dire, pour aller vite, que le mot bonheur, c'est un peu comme la liberté. Il y a le sens, il y a la liberté au sens moderne et la liberté au sens antique. Vous vous souvenez ce que disait déjà Benjamin Constant, n'est-ce pas? La liberté des modernes, c'est l'autorisation de jouir de ses biens. C'est, pourrait-on dire, une société conçue comme une association de copropriétaires de l'existence. Et ce qui prime, c'est l'autonomie de la personne. Ce qui prime, c'est sa possibilité d'avoir une liberté privée, sans ingérence de quelque nature qu'elle soit. La liberté des anciens, c'est pas du tout ça. La liberté des anciens, c'est pas une liberté domestique, c'est pas une liberté privée. La liberté, si vous voulez, des anciens, c'est la liberté qui est en même temps un droit et un devoir de participer aux décisions qui me concernent en tant qu'elles ont affaire à la cité, c'est-à-dire à l'espace public. Donc la liberté, elle est indissociable d'une participation politique à l'espace public. La liberté moderne, elle est en quelque sorte l'abandon de l'espace public au profit de la jouissance d'un espace privé. On peut dire que la notion de bonheur est très fortement liée à ces conceptions-là. La conception du bonheur, n'est-ce pas, si vous voulez, le bonheur, toute l'histoire de la philosophie montre que c'est ce qui est recherché par l'espèce humaine. Le bonheur, c'est le but de l'existence humaine, c'est la bonne vie, c'est la vie heureuse. Souvenons-nous d'Épicure, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la philosophie si elle n'a pas pour but la vie heureuse, la vie bonne? Même si c'est discutable, c'est notre problème. Épicure disait « Vide est le discours du philosophe s'il ne guérit la maladie de l'âme ». Donc en gros, le souci de soi, de la culture antique, c'est ce qui permet d'approcher le souverain bien, c'est-à-dire, n'est-ce pas, la vertu,
c'est-à-dire, n'est-ce pas, le bonheur. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de philosophie, je vous rassure, là-dessus, mais effectivement, on peut prendre Épicure, on peut prendre les stoïciens, on peut prendre les épicuriens, bon, peu importe. Disons qu'en tout cas, ce qui est très clair, c'est que le bonheur est inséparable de la liberté. C'est-à-dire que si vous prenez l'éthique à Nicomaque, si vous prenez le livre 3 de la poétique d'Aristote, chaque fois, ce qui est précisé, c'est la participation au bonheur, elle est inséparable de la liberté, de la dignité. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, on ne peut pas être heureux si notre dignité n'est pas reconnue. Et on ne peut pas être reconnu dans sa dignité si on n'est pas libre. Et qu'est-ce que c'est qu'un homme libre? C'est un homme qui participe à l'espace public, aux décisions qui concernent la cité. C'est ça le coup de génie de la démocratie. Souvenez-vous du travail de Claude Lefort sur l'invention de la démocratie. L'invention de la démocratie, c'est quoi? C'est cette idée que ce qui est bon pour la cité n'est pas inscrit dans les textes religieux, n'est pas inscrit dans l'autorité et la tradition des anciens. Ce qui est bon dans la cité, c'est ce qui va sortir d'un débat citoyen où chacun, à part égale, peut faire valoir des arguments qui, eux, sont inégaux. Et c'est d'ailleurs cela qui donne l'égalité. Il faut bien voir que la conception que nous avons de l'égalité aujourd'hui est une conception très étriquée. La liberté, n'est-ce pas, comme l'égalité, pour les anciens, au niveau, par exemple, de la Grèce antique, n'est-ce pas, et n'est pas quelque chose qui est naturel. C'est-à-dire, les hommes ne naissent pas libres et égaux. Ça, c'est la Révolution française, si vous voulez, ou la Révolution aussi américaine. Non, les hommes naissent inégaux, et c'est le nomos, c'est-à-dire c'est la loi qui les rend égaux. C'est-à-dire c'est la capacité de la cité, c'est en quelque sorte la force de la cité, de transformer des êtres naturellement inégaux en semblables, en égaux. Et ces égaux sont essentiels pour une reconnaissance pour chacun de sa dignité, de sa liberté. On le retrouve chez Hannah Arendt, par exemple, également, n'est-ce pas? Le despote ne peut pas être heureux, il ne peut pas être libre pour une raison très simple, c'est qu'il n'a pas de semblable à qui et par qui il peut se faire reconnaître. Donc il est aliéné. Il y a une très belle phrase d'Hannah Arendt, n'est-ce pas? La liberté, la vie d'un homme libre requiert la présence d'autrui. Donc on peut se demander si aujourd'hui on est libre, bien sûr. Notre problème. Mais vous voyez, la liberté, n'est-ce pas? La liberté au sens ancien du terme, et le bonheur donc lié à cette liberté, c'est la reconnaissance symbolique que l'autre semblable me procure. Et par le truchement de laquelle je suis élevé à la dignité de citoyen. Et donc, l'esclave ne peut pas être heureux. Chez Aristote, l'esclave, c'est la plante qui parle, comme il dit. L'esclave, c'est l'instrument animé. Grande question d'ailleurs au 19e, c'est de savoir si les ouvriers ne sont pas des esclaves, si le salariat n'est pas une nouvelle forme d'esclavagisme, puisqu'il y a assujettissement, n'est-ce pas, aux machines. Bon. Alors, vous voyez, ça va si loin que on peut dire que pour, par exemple, Aristote, la question va se poser de savoir si les artisans et les commerçants sont des êtres libres et donc heureux. Pour la raison très simple, dit Aristote, ils sont intéressés à leurs affaires. Et donc s'ils sont intéressés à leurs affaires, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Et donc s'ils ne sont pas libres, ils ne sont pas dignes. Et donc s'ils ne sont pas dignes, ils ne peuvent pas être heureux. Oui, ils peuvent jouir, ils peuvent baiser, avoir du fric, c'est pas le problème. Mais ils n'ont pas acquis la liberté et le bonheur que procure en quelque sorte la reconnaissance par le semblable dans sa dignité humaine, c'est-à-dire citoyenne, qui est inséparable pour les Grecs, si vous voulez, de ce qui va distinguer justement l'humain du reste, du barbare, etc. Alors, il faut aussi voir qu'il y a là une pensée philosophique. La pensée philosophique, c'est que le bonheur est inséparable de la capacité de penser la finitude de la condition humaine. C'est-à-dire que pour trouver un sens à votre existence, vous ne pouvez le faire qu'à condition d'avoir pu penser la mort. Et donc d'avoir du temps libre pour penser la mort. Pas simplement le temps libéré des loisirs. Ça, c'est un autre problème, qui n'a rien à voir. Mais on retrouve cette idée chez Montaigne, il faut avoir, si vous voulez, le temps de penser, pas de calculer.
le temps de penser, si vous voulez, au sens de votre existence qui est donné par sa finitude même. Hein? Souvenez-vous du Prométhée d'Échille. Prométhée n'est pas simplement celui qui apporte aux hommes la technique, le feu, il est aussi celui qui leur soustrait un savoir, le savoir de l'heure de leur mort. C'est-à-dire qu'avant Prométhée, les hommes étaient apathiques à attendre dans la caverne, n'est-ce pas, que l'heure de leur mort arrive, et ils n'en avaient rien à foutre d'autre que, si vous voulez, d'être obnubilés par ce savoir de l'heure de leur mort. Prométhée leur apporte le feu, la technique, la possibilité d'agir sur la nature, mais aussi d'avoir une vie sociale, parce qu'il leur soustrait cette connaissance, il leur enlève ce savoir, et les hommes ne connaissent plus le moment où ils vont mourir. Et à partir de ce moment-là, ils s'animent et ils ont une vie sociale. Et ils ont une vie sociale. Donc, d'une certaine manière, on peut le dire avec nos mots aujourd'hui, n'est-ce pas, la vie sociale, n'est-ce pas, est inséparable d'une capacité de donner un sens à son existence par la reconnaissance de la finitude de la condition humaine. Et nous sommes dans des sociétés qui font absolument tout pour ne pas savoir ce que comporte le sens de l'existence, c'est-à-dire, n'est-ce pas, d'introduire la mort dans la vie. Non seulement, comme vous le savez, n'est-ce pas, il y a ce que Norbert Elias appelait l'extrême solitude des mourants, mais il y a aussi, n'est-ce pas, on le retrouve chez le philosophe Walter Benjamin, car il décrit en gros cette manière dont on a retiré de la scène publique et parfois privée, n'est-ce pas, l'expérience de la mort et qu'on a confié à des professionnels qui par ailleurs sont merveilleux. Moi, j'ai travaillé avec des services de soins palliatifs. Ce sont souvent des gens formidables, mais qui souffrent énormément de la bêtise des uns et des autres qui demandent une administration technique de la mort, alors que ce que souhaitent ces gens, c'est de permettre aux patients de vivre justement leurs derniers mois ou leurs derniers jours jusqu'au bout. C'est-à-dire de vivre leur mort, d'une certaine façon. Donc, vous voyez, il y a toute une réflexion qui est extrêmement importante, où comprennent des philosophes épicuriens, stoïciens, etc., peu importe, il y a une dimension spirituelle, une dimension, si vous voulez, métaphysique, n'est-ce pas, qui est inséparable du bonheur. Et donc, vous voyez bien, je ne vais pas développer plus, mais vous voyez bien la différence avec de Tocqueville, n'est-ce pas, décrivant la société américaine et décrivant ce qui, bien sûr, nous attend ensuite au XXe et aujourd'hui. Alors, le point qui est extrêmement important, qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a dans l'histoire des sociétés un moment, dans l'histoire occidentale, un moment qui est extrêmement important, c'est le moment où le bonheur devient un facteur de la politique. Je m'explique. À la fin du XVIIIe siècle, si vous vous souvenez, à la fin du XVIIIe siècle, n'est-ce pas, Saint-Just parle du bonheur comme étant une idée neuve en Europe. Une idée neuve en Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je cherche le discours de Saint-Just, ça veut dire, si vous voulez, que jusqu'alors, et notamment, bien sûr, pendant toute la période, on dira, chrétienne, moyenâgeuse, etc., en gros, le sort de chacun était un effet de la volonté de la Providence, était un effet, si vous voulez, de la volonté divine. À la fin du XVIIIe siècle, avec le discours des Lumières, avec le discours des philosophes des Lumières, n'est-ce pas, le sort de chacun est son affaire avec les autres. Je reviendrai sur ce point. Et son affaire avec les autres. C'est-à-dire qu'en gros, n'est-ce pas, le discours de Saint-Just, c'est que l'Europe apprenne que vous ne voulez plus un malheureux, ni un oppresseur sur le territoire français, que cet exemple fructifie sur la terre, qu'il y propage l'amour des vertus et le bonheur. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Je vous propose le décret suivant, et il propose le décret, bon, peu importe. Donc, vous voyez, c'est cette idée qu'à partir de ce moment-là, donc, puisque ce qui nous arrive, nos inégalités, nos malheurs comme nos bonheurs, n'est-ce pas, nos joies et nos peines, ne sont pas imputables à la volonté de Dieu, ça veut dire que nous en sommes responsables. Et nous en sommes responsables, n'est-ce pas, avec
les autres. C'est-à-dire que, c'est un point extrêmement important, vous voyez, l'époque fait que le but de la société est le bonheur commun, comme dit Saint-Just, et c'est quand même, il faut lire Robespierre a de très beaux discours sur le bonheur, n'est-ce pas? Et le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 inscrit justement ce droit au bonheur qui est posé comme un droit inaliénable. Inaliénable. C'est-à-dire qu'il est au même titre que le droit à la vie, n'est-ce pas, ou le droit à la liberté. Ça veut dire que si en quelque sorte un gouvernement, n'est-ce pas, ne garantit pas les conditions du bonheur de son peuple, il n'est plus légitime. Et il est même du devoir des citoyens de le renverser. Il ne resterait pas grand-chose aujourd'hui, mais c'est un autre problème. Bon. Oui, mais il faut bien voir que c'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il faut voir que c'est aussi inscrit dans la Déclaration d'indépendance américaine de 1776. Oui. Donc, on est à la fin du XVIIIe siècle avec le message des Lumières, le message de Kant. Émancipe-toi, n'est-ce pas, de la tutelle des religions et des volontés royales, féodales, etc., n'est-ce pas? Fie-toi à ta raison critique et à la loi consentie. C'est le message des Lumières, donc il prescrit aux citoyens libres de participer à fabriquer son bonheur en tant que bonheur commun. Et c'est ce point qui est très important sur lequel je voudrais insister. Vous voyez, le paradis, on n'y croit plus trop, disons. Il doit être recherché sur Terre et l'homme doit philosopher politiquement d'ailleurs, n'est-ce pas, pour vivre heureux, et il ne peut le faire qu'avec ses semblables. C'est-à-dire que vous avez à la fin du XVIIIe, n'est-ce pas, en quelque sorte, une espèce de résurgence de la conception antique du bonheur. Il s'agit du bonheur commun. Alors, c'est là où ça se gâte, je ne veux pas être trop long là-dessus, c'est là où ça se gâte pour plusieurs raisons. Premièrement, la raison peut-être la plus importante, c'est que ce droit inaliénable au bonheur commun, au bonheur public, va chuter en tant que bonheur pur et simple. C'est-à-dire qu'en gros, le bonheur commun va se trouver privé du mot commun. Et on le voit bien lorsqu'on compare les textes préparatoires aux déclarations et puis les textes définitifs des préparations, des déclarations, ce qui tombe en cours de route, c'est le mot public ou c'est le mot commun. Donc, vous voyez, et c'est là où on va se rapprocher de ce que décrit de Tocqueville, c'est les jouissances matérielles. C'est plus du tout le bonheur en tant que bonheur public, c'est le bonheur politique, vous voyez, c'est les jouissances privées, les jouissances matérielles qui sont garanties. La deuxième chose, c'est qu'à partir de ce moment-là, et c'est là où ça se gâte, et tout le 19e est imprégné de cela, c'est que si c'est un droit inaliénable, et si la légitimité d'un gouvernement, n'est-ce pas, n'est plus, encore une fois, la fidélité aux textes religieux, donc comme dans les théocraties, ou la fidélité à la tradition des anciens, etc., n'est-ce pas, mais si la légitimité d'un gouvernement est en quelque sorte la garantie des conditions d'installation du bonheur de son peuple, c'est pas compliqué. Ça veut dire que le gouvernement va se mêler de votre vie. Ça veut dire, si vous voulez, que le gouvernement va se trouver en charge de rationaliser votre conduite. Et ça, c'est un point très important, parce que c'est, pourrait-on dire, ce qui va faire la spécificité des différentes formes de capitalisme. Puisqu'en quelque sorte, les gouvernements vont être chargés de vous rendre rationnel, de vous rendre raisonnable, de vous éduquer. Manger 5 fruits et légumes par jour, baiser 5 fois, non, pas par jour, là, etc. Vous allez avoir comme ça une espèce d'hygiène du corps social, d'hygiène, si vous voulez, de l'existence. Et tout le 19e, là, je n'ai pas le temps de développer, j'en ai largement parlé ailleurs, tout le 19e, n'est-ce pas, installe des dispositifs de normalisation, c'est-à-dire de contrôle, de surveillance, de régulation des comportements. Il faut voir, par exemple, que même l'usage que nous faisons du temps n'a strictement rien à voir avec l'usage que pouvaient faire de leur temps les ouvriers ou les domestiques, n'est-ce pas, du début du 19e siècle.
C'est la deuxième moitié du 19e, il y a tous les travaux d'Alain Cormin là-dessus, où on voit le passage de rythmes temporels liés à la nature, aux cérémonies religieuses, etc., à la vie sociale, qui se voit d'un coup quadrillé, n'est-ce pas, à des fins domestiques ou à des fins de production. On va dire il y a des manuels de 1000 pages sur l'emploi du temps des domestiques dans la deuxième moitié du 19e où ils doivent repasser le mercredi, laver le mardi, s'occuper de nettoyer les tapis le jeudi, etc. Il faut savoir que avant la deuxième moitié du 19e siècle, l'ouvrier avait une tâche à faire. Il posait ses outils, il picolait à côté, il revenait prendre ses outils, etc. C'est-à-dire qu'en gros, le quadrillage normatif du temps, il faut bien voir quand même que tout management des conduites, et ça vous êtes bien placé pour le savoir, repose sur la capacité d'un dispositif à extraire du temps du vivant et à extraire du vivant des postures corporelles afin de les fournir au marché. Donc ça suppose en quelque sorte, n'est-ce pas, et ça suppose des normes. Il faut voir que le terme de norme, d'ailleurs, il explose au 19e. Avant le 19e, on parle très très peu d'anormalité ou de normes. Comme dit Michel Foucault, l'extension linguistique et sociale du mot norme, c'est le 19e. Création des écoles normales, n'est-ce pas ? On normalise les canons, on normalise les médecins et on normalise, n'est-ce pas, ceux qui prennent en charge les enfants. La normalisation, la médicalisation de l'existence, c'est le 19e, c'est la fin du 19e. Avec une explosion au niveau de l'hygiène publique. Gérard Jordan a très bien montré, si vous voulez, que la notion d'hygiène est véritablement un paradigme épistémique à la fin du XIXe siècle, n'est-ce pas, qui recompose complètement non seulement la médecine, avec l'étiologie spécifique des maladies chères à Pasteur, mais qui va complètement recomposer la pédagogie des comportements. Georges Cigarello aussi a beaucoup là-dessus publié, n'est-ce pas ? Vous avez, en quelque sorte, n'est-ce pas, la possibilité, à partir de ce moment-là, de prescrire aux gens la manière de se comporter pour qu'ils puissent être heureux, ou au moins qu'ils puissent avoir du bien-être. Alors, pas toujours de manière négative. Hein. Souvent, on croit que je suis anti-évaluation, anti-norme, etc. Je suis anti-norme, je suis anti-évaluation. Celles d'aujourd'hui qui sont vraiment comme la pluie, ça c'est notre problème. Mais si vous voulez, il y a des éléments positifs dans les normes et dans les évaluations, parce qu'il va de soi que, par exemple, ce sont aussi ces normes et ces évaluations qui ont permis de faire reconnaître à la fin du 19e, par les médecins, l'existence de conditions de travail qui produisaient des maladies professionnelles, ou le saturnisme, par exemple, n'est-ce pas ? Ou un certain nombre d'atteintes liées aux conditions de travail. Hein. Donc, il n'y a pas que des éléments négatifs, mais ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, c'est qu'il y a eu là, en quelque sorte, une liberté privée accordée, mais dont on avait soustrait la substance publique. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins libre, tout en affectant qu'on est de plus en plus libre de décider. Ce qui se passe aujourd'hui en médecine. Prenez aujourd'hui, n'est-ce pas, vous savez comme moi que jamais autant qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, le médecin a l'exigence de devoir donner une information loyale à son patient afin d'obtenir un consentement éclairé, n'est-ce pas ? Depuis le 23 février 1997, l'arrêt de la Cour de cassation, non, c'est la Cour d'appel, je sais pas, peu importe, je crois que c'est Rennes, Dédreul était un dentiste qui se plaignait de ne pas avoir été suffisamment informé pour une coloscopie, et il avait eu à ce moment-là, n'est-ce pas, une poche iliaque, et donc il avait porté plainte contre son médecin, et là il y a une décision qui est très lourde de conséquences, c'est-à-dire qu'il faut à partir de ce moment-là que le médecin fasse la preuve, c'est à lui qu'incombe la preuve, comme quoi il a suffisamment informé son patient. Ça va être repris par la loi Kouchner 2002, etc. Donc, oui, là, il y a un point important. Donc, jamais autant qu'aujourd'hui, on est informé, on est amené à consentir. Jamais autant qu'aujourd'hui, on est associé aux décisions. C'est ce qu'on appelle la responsabilité partagée ou les décisions partagées, etc. Or, jamais autant qu'aujourd'hui, les protocoles sont formellement déterminés de telle façon que ni le médecin ni le patient n'ont tellement le choix. Oui, donc c'est ce point sur lequel je voudrais insister, parce que ça me paraît extrêmement donc, important. Alors,
pour avancer un peu, j'en regarde 5 minutes encore. Bon, pour avancer un peu, si vous voulez, on dira que, bien sûr, on est là dans un problème majeur qui est, pourrait-on dire progressivement, un bonheur des modernes qui est l'image de leur liberté, c'est-à-dire une entreprise individuelle dans une société de masse où chacun doit devenir une espèce de micro-entreprise, d'autosatisfaction. C'est-à-dire on a vraiment là l'individu entrepreneur de lui-même, une espèce de micro-entreprise libérale, autogérée, ouverte à la concurrence et à la compétition sur le marché des jouissances existentielles. Donc, alors, pour faire vite, le bonheur se trouve régulé dans nos sociétés, d'une part par la religion du marché, je vous dirai un mot tout à l'heure d'un travail de Lévi-Strauss, d'autre part par des dispositions de conduite, tout ce que je voulais expliquer du point de vue des dispositifs sécuritaires, qui ne font que s'amplifier, qui ne peuvent que s'amplifier. Oui. Et bien sûr par le point qui a fait exploser ces dernières années, c'est-à-dire ce qu'a pu apporter l'informatique en tant que moteur de coordination de l'ensemble des sous-systèmes techniciens. Donc on a aujourd'hui, vous voyez, ce que je vous ai raconté sur le bracelet électronique, c'est vraiment, en quelque sorte, n'est-ce pas, le prototype de ce dont demain, n'est-ce pas, l'accompagnement, puisque c'est de ça dont vous prévalez, l'accompagnement sera fait. Il existe déjà aujourd'hui, comme vous savez peut-être, n'est-ce pas, des smart knives qui indiquent la teneur en calories de l'aliment que vous allez découper, de sa date de fraîcheur, etc. Donc il y a là, on est passé à un rapport de connexion numérique avec le monde. Il y a aussi des fourchettes, je ne sais plus comment elles s'appellent, mais peu importe, les fourchettes qui vous indiquent si vous mangez trop vite ou trop lentement, les quantités, etc. Donc, vous voyez, c'est ça demain. La régulation demain, elle est là. C'est-à-dire, en gros, vous êtes aujourd'hui, n'est-ce pas, une configuration probabiliste d'information interconnectée avec un environnement qui est lui-même un ensemble de configurations probabilistes d'information. Et donc, demain, les robots, c'est très important, parce que c'est déjà le cas au Japon, c'est déjà le cas, si vous voulez, aux États-Unis, c'est déjà dans un certain nombre de pays où, par exemple, on considère qu'il n'y aura pas suffisamment de personnes pour s'occuper des personnes âgées dans les années qui viennent. Eh bien, ce seront les robots sociaux. Regardez le film de mon ami Philippe Borel, Un monde sans humains, où vous voyez toutes les recherches qui se font dans la Silicon Valley et ailleurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en gros, bon, vous avez des patients qui pèsent 100 kilos, 130 kilos. C'est pas évident de les soulever, de les manipuler. À un moment, d'ailleurs, où il y a une baisse de personnel et autres, il y aura les robots sociaux. On a vu, il y a eu des travaux aux États-Unis, notamment de Sherry Turkle, n'est-ce pas, qui montrent que les enfants, depuis, on va dire, les années 90 aux États-Unis, eh bien, ne considèrent plus tout à fait les Tamagotchi, les Furby, les choses comme ça, comme des poupées ou comme des jouets ou comme des machines, mais il y a un effacement de la frontière spécifique entre l'humain et ces objets. Ces objets qui sont des espèces d'humanoïdes et qui produisent chez l'enfant une sollicitude nouvelle, un rapport nouveau avec ce type d'objet. Donc, vous voyez, je voudrais attirer un peu votre attention là-dessus, parce que c'est de ça dont il est question, même si vous avez l'impression que je suis loin de cette question, c'est là où cela réside. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire qu'aujourd'hui, on a les moyens techniques de confisquer le sens, la valeur et la finalité des actes qui viennent concrétiser, n'est-ce pas, notre existence. Donc, le bonheur est conditionné par la machine. La machine, bien sûr, comme machine physico-chimique, mais vous l'avez compris aussi, aujourd'hui, c'est moins cette machine-là, c'est moins les machines que cassaient les canuts lyonnais au cours de leur révolte, n'est-ce pas? C'est davantage les machines numériques. Et ces machines numériques, il faut bien voir qu'elles sont indispensables. Elles sont indispensables à une pédagogie des conduites des humains. C'est-à-dire à les amener à avoir un comportement de plus en plus taylorisé. C'est-à-dire que ce qui a pu se produire à un moment donné dans les chaînes de production, et aujourd'hui,
c'est pas vous que je vais l'apprendre, sont remplacés par le toyotisme, n'est-ce pas? Eh bien, à la place du taylorisme, bien sûr, n'est-ce pas? Mais le taylorisme, aujourd'hui, il a atteint le domaine social et le domaine psychique, pourrait-on dire. C'est-à-dire la fragmentation des actes de production psychique, la fragmentation des actes de comportement. Alors, pourquoi c'est important? Je pense que Max Weber nous avait alerté, n'est-ce pas, dès le début du XXe siècle, dans l'éthique protestante des esprits du capitalisme, 1905, lorsqu'il écrivait « Lié à la rationalisation de la technique et à celle du droit, l'émergence du rationalisme économique fut en effet également tributaire de la capacité de la disposition des hommes à adopter des formes spécifiques de conduite de vie pratiques et rationnelles. » Je m'explique, là vous avez tout. Lié à la rationalité de la technique et à celle du droit, ça veut dire quoi? C'est simplement l'évaluation d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quoi l'évaluation d'aujourd'hui? C'est en quelque sorte des dispositifs qui vérifient la conformité d'une procédure sur un plan purement formel. Si vous faites quelque chose, que vous sauvez votre patient, ça existe à l'hôpital et ailleurs, mais qui n'est pas tout à fait conforme aux règles de bonne pratique, vous êtes condamnable, même si vous avez sauvé la vie de quelqu'un. Vous êtes justifiable. Bon. Donc, en gros, c'est la pensée du droit. N'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est, si vous voulez, la rationalité formelle, comme disait Max Weber. Et, n'est-ce pas, l'évaluation, c'est aussi combien ça coûte et combien ça rapporte. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est la rationalité pratique. Ce que moi j'appelle donc, en gros, la rationalité pratico-formelle, c'est-à-dire la collusion aujourd'hui entre la police des affaires et la police du droit. Et l'évaluation, c'est ça. C'est voir si vos actes professionnels, n'est-ce pas, sont adéquats aux exigences pratico-formelles, c'est-à-dire, n'est-ce pas, légales, fonctionnelles en quelque sorte, n'est-ce pas, et quel que soit par ailleurs ce qu'il en est de ce que Weber appelait la rationalité substantielle, c'est-à-dire l'éthique, la morale, le champ des valeurs. Donc aujourd'hui, n'est-ce pas, selon ce que vous faites, vous pouvez vous trouver dans une irrégularité formelle, même si elle est plus proche de la finalité de vos métiers. Oui. Et par contre, n'est-ce pas, ce qui va compter, c'est combien ça rapporte. Bon, alors, je laisse de côté. Bon. L'émergence du rationalisme économique, ça veut dire quoi? C'est sur les différentes formes de capitalisme. Le capitalisme primitif, etc., n'est-ce pas, le capitalisme industriel, le capitalisme financier aujourd'hui, etc., donc les différentes formes. Tributaire de la capacité à disposition des hommes à adopter des formes de conduite de vie pratique rationnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, pour être très simple, l'éducation, le soin, n'est-ce pas, l'information, sont des enjeux politiques majeurs. Je crois que ça ne vous plaît pas trop, mais je le dis, c'est la dimension politique du soin, n'est-ce pas, du soin, de l'éducation et de la formation. Pourquoi? Pour une raison très simple. On n'est pas dans la même société selon la conception qu'on a du droit, de la formation, n'est-ce pas, de l'éducation. On n'est pas, c'est pas la même société. Oui, c'est pas la politique au sens politicien du terme, c'est la dimension politique des actes professionnels que nous pouvons faire. Pourquoi? Parce que à partir de cette régulation des actes professionnels, on façonne et on produit ce que Pierre Bourdieu appelait des habitus, c'est-à-dire des manières, des schèmes de pensée et des schèmes d'action. Donc en quelque sorte, il est extrêmement important de déterminer aujourd'hui chez vous une manière de penser le monde qui soit conforme aux exigences des critères du capitalisme financier. Donc l'évaluation, ça n'est rien d'autre que ça. C'est le cheval de Troie d'une logique de capitalisme financier dans des secteurs de licence sociale et culturelle qui a été jusque-là exemptés. C'est la manière de vous obliger à penser le monde de cette façon-là. C'est ça qui est extrêmement important. Vous voyez? Alors, du coup, pour terminer là-dessus, n'est-ce pas, deux choses. La première chose, c'est que quelqu'un comme Lévi-Strauss, c'est un texte peu connu, je suis toujours très content d'en parler parce que c'est un texte que j'ai découvert qui est, à ma connaissance, quasiment inconnu. Lévi-Strauss avait produit un article qui s'appelait « La technique du bonheur », qui a été écrit en 1944 et qui a été publié un peu plus tard, et qui est peu connu. Et dans ce texte, Lévi-Strauss fait une espèce d'ethnologie de la société américaine. Et à ce moment-là, il découvre que les États-Unis d'aujourd'hui, je le cite, vivent sous le signe de l'étrangeté à soi-même. On pourrait même dire que cet État tend à se fortifier parce que, dit-il, les Américains sont de grands enfants, comme il dit là, qui sont pris par les joies de la mode
d'objets à consommer. Or, l'homme moyen, comme il dit, est pris dans une espèce d'aliénation à une logique d'objets à consommer qui ne provient pas de ce dont il a besoin, mais qui provient des exigences du marché à lui former des désirs en conformité avec les objets qu'on met sur le marché. Et il a cette phrase extraordinaire: dans la vie industrielle et commerciale, la grande entreprise apparaît moins comme la servante attentive des désirs individuels que comme la créatrice responsable de leur forme et de leur tendance. C'est très important. Donc, en quelque sorte, vous ne consommez pas ce dont vous avez besoin, mais vous avez besoin de ce qu'on vous pousse à consommer. Souvenez-vous aussi du grand psychologue social Kurt Lewin, n'est-ce pas ? Les gens ne mangent pas ce qu'ils aiment, ils aiment ce qu'ils mangent. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il s'agit d'inciter, de leur fabriquer des habitus pour qu'ils pensent, décider et aimer, consommer ce que vous avez besoin de leur vendre. Mais la chose très importante dans ce texte de Lévi-Strauss, c'est ce petit bout de phrase qui fait une ligne. Donc dans la vie industrielle, la grande entreprise apparaît moins comme la servante attentive que comme celle qui fabrique les besoins, et elle prétend même à une fonction d'éducation générale. Bravo Claude, parce que 1944, c'est bien sûr là tout ce qui va devenir le néolibéralisme avec Friedman, Gary Becker, etc., c'est-à-dire entre 1960 et aujourd'hui, comme vous savez. C'était en quelque sorte, n'est-ce pas, la matrice d'intelligibilité du monde, ça sera la grande entreprise. Simplement, aujourd'hui, ce sera moins la grande entreprise industrielle et commerciale que la grande entreprise de produits financiers pour aller très vite. Donc, vous voyez, c'est ce monde-là, en quelque sorte, qui vous est vendu au nom d'une promesse de bonheur. Donc, pour conclure, et nous permettre d'avoir un peu, n'est-ce pas, la possibilité d'échanger, ce qui passe à la trappe quand même dans toute cette histoire, vous l'avez sans doute entendu, ce qui passe à la trappe, c'est la nécessité d'autrui, la nécessité de l'autre comme garant de ma liberté. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est pas quand Arendt dit la vie d'un homme libre requiert la présence d'autrui, c'est ça que ça veut dire. Je peux me passer d'autrui pour être heureux à partir des jouissances matérielles que la grande entreprise me livre et dont elle parvient à me faire croire que c'est ce que je désire. Et en plus, la mode rend obsolescent très rapidement ces objets. Et là aussi, on est dans une société de l'obsolescence programmée. Chose incroyable, n'est-ce pas ? Si vous êtes attaché aux objets et que vous les accumulez, vous êtes depuis mai 2013 considéré comme atteint de silogomanie, c'est-à-dire de la compulsion à accumuler des objets inutiles. Le DSM-5, cette chose insipide qu'est le DSM-5, n'est-ce pas, eh bien, considère que vous êtes malade, anormal, si vous accumulez des objets, n'est-ce pas ? Vous voyez pourquoi ? Alors, c'est là où on voit comment les classifications psychiatriques, mais ça c'est une autre conférence, comment les classifications psychiatriques sont entièrement traversées des exigences normatives aujourd'hui qui fixent et fabriquent nos valeurs. Alors, c'est très important pour une raison très simple, ça, c'est que finalement, le lien social repose, on peut le dire par rapport à Freud, mais on l'a aussi chez d'autres, c'est pas, le lien social repose quand même sur quelque chose qui s'appelle l'angoisse sociale. Il s'appelle, si vous voulez, la culpabilité. Bien sûr, la culpabilité, c'est le fond de commerce de toutes les religions, mais la culpabilité n'appartient pas qu'aux religions. Les religions font commerce avec ça, mais n'est-ce pas, la culpabilité, souvenez-vous du mythe de Totem et Tabou, n'est-ce pas ? La culpabilité, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on pose des interdits pour que la vie en société soit possible. Vous l'avez d'une autre façon chez Hobbes, n'est-ce pas ? Le Léviathan est fabriqué en tant que la crainte de la mort de chacun, n'est-ce pas, conduit tous les autres conduit tous à réfréner leurs pulsions, réfréner leur désir de meurtre et de possession, et donc la régulation procède de cette angoisse sociale-là. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai commencé avec l'histoire de Londres, aujourd'hui on peut dire qu'on peut faire l'impasse sur cette angoisse sociale, puisque vous avez les machines pour réguler votre comportement. Et là, je crois que nous touchons quelque chose d'extrêmement grave dans notre société,
Parce que finalement, nous avons tendance à guérir les maladies de cette civilisation à l'aide justement des instruments qui les fabriquent. C'est-à-dire que les violences instrumentales auxquelles nous avons affaire aujourd'hui, les réifications, les chosifications du vivant, de la nature, de l'humain, ces chosifications, n'est-ce pas, la transformation en viande, en marchandises, en matériaux humains, n'est-ce pas, eh bien, dont on a vu l'horreur au cours de la Deuxième Guerre mondiale notamment, déjà la Première, la Deuxième en particulier, n'est-ce pas, on voit bien comment ça ressurgit encore aujourd'hui de manière terrible, n'est-ce pas, parce que, n'est-ce pas, comme disait Pierre Bourdieu, la violence inerte des institutions qui se prévalent du rationalisme, dit-il, occidental, qui est un faux universel, disait Bourdieu, va produire la violence terroriste, la violence intégriste. Il le dit en 1995, il y a 20 ans. Complètement, ça passe complètement à côté. C'est fondamental. Moi, je le cite toujours, n'est-ce pas, dans un texte qui s'appelle, n'est-ce pas, les abus de pouvoir qui s'autorisent ou se légitiment de la raison, où Bourdieu dit mais attention, attention, les Occidentaux se prévalent d'une raison qu'ils disent universelle, elle n'est pas universelle, n'est-ce pas, qu'ils disent raisonnable parce que fondée sur les mathématiques, l'économie, etc., ça ne veut pas dire qu'elle soit toute la raison, elle est une part de la raison. Attention, ça va fabriquer autre chose qui va être la réaction violente. Et moi, j'ajoute par rapport à Bourdieu, c'est toujours un petit pas de plus par rapport à Marx ou à Bourdieu, j'ajoute que, bien évidemment, si vous voulez, les rationalités que j'appelle pratico-formelles, c'est-à-dire instrumentales, n'est-ce pas, juridiques, etc., refoulent quelque chose qui s'appelle la rationalité substantielle, c'est-à-dire la morale, l'éthique, la religion. Et donc, ce refoulé, il nous revient en plein dans la gueule, n'est-ce pas, par le vecteur, aujourd'hui, bien sûr, des sectes mafieuses terroristes qui se prévalent de ce que nous avons laissé de côté, c'est-à-dire la valeur, c'est-à-dire la morale. Et là, on a raté quelque chose, n'est-ce pas, quelque chose à quoi un Jaurès nous avait alerté, c'est-à-dire le socialisme doit être une morale, n'est-ce pas, parce que, comme il disait, pour rester dans le socialisme, nous ne devons pas sortir de l'humanité. Et je trouve cette phrase de Jaurès extraordinaire, parce que, n'est-ce pas, elle est la conciliation, en quelque sorte, entre une analyse marxiste des rapports de production et en même temps, n'est-ce pas, ce sur quoi il n'a jamais cédé, c'est-à-dire un humanisme. C'est un humanisme. Et on lui a d'ailleurs fait payer très cher à plusieurs reprises. Mais vous voyez, c'est cette idée de quelque chose qui puisse à la fois tenir compte, vous voyez, des conditions objectives de production, mais d'abord et avant tout, des rapports sociaux qui, eux, ne se régulent que par rapport à cette angoisse sociale dont on ne peut pas être exempté si on veut continuer à vivre dans un monde humain, c'est-à-dire si on ne veut pas perdre l'humanité de l'homme. Je vous remercie. Merci Roland pour ce brillant exposé. Bien décapant, comme d'habitude. Prendre vos premières questions, réactions. J'ai découvert, puisque j'étais en charge de la librairie, deux de vos livres que j'ai lus avec un grand bonheur et une grande avidité en 2 jours. Ça m'a amené à voir des concepts qui éclairaient le chemin qui était le mien au plan professionnel. Et justement, je voulais, à ce plan-là, vous poser une question introduite par la déclaration suivante. Je constate, moi, dans l'université où je suis, comme vous l'êtes aussi dans une autre, que petit à petit, ce mode de fonctionnement s'est instauré. J'en ai d'abord été surpris et j'ai vu s'accroître une administration et des réglementations de plus en plus lourdes et pénibles. Et comme vous l'indiquez dans l'un de vos livres, plutôt que d'essayer de poursuivre les criminels et leurs complices, on met en place des règlements pour éviter le crime et on poursuit ceux qui ne suivent pas les règlements qui servent à éviter le crime. C'est bien ce qui se passe chez nous, où beaucoup de choses sont tolérées, sauf que l'on ne suive pas les règlements. Mais ce qui m'a troublé, c'est que parmi les collègues qui agissent de la sorte, il y a des tas de gens que j'apprécie et il y a des tas de collègues qui sont des gens dont je suis extrêmement proche. Et pourtant,
ils ont trouvé une naturalité dans ce fonctionnement. Donc ma question serait celle-ci. Cette génération Z, on en est à celle-là, après il n'y a plus de lettres dans l'alphabet, donc ce sera la fin du monde. Cette génération Z, elle semble avoir apprivoisé cela, et avec des modes de fonctionnement qui incluent des protestations de temps en temps vis-à-vis de certains règlements, un certain bonheur à les appliquer à d'autres moments. Bref, ils ont reconstruit une humanité complète qui pour moi est complètement externe, je partage ce que vous dites, mais qui pourtant existe. Alors, que faut-il faire? Qu'est-ce que ça annonce? Et comment cela va-t-il se poursuivre? Ce sera ma question. Alors, non, c'est une question extrêmement difficile, bien sûr, vous l'avez compris. En principe, quand c'est très difficile comme ça, je sors un joker de ma poche qui est une phrase de Freud: celui qui pose une question a une idée de la réponse. Habituellement, je m'en sors comme ça. J'ai quand même essayé d'y répondre. Si vous voulez, le premier point, c'est qu'effectivement, on est face à une génération, non plus Y ou X, mais Z. C'est-à-dire que si on n'a pas trop connu autre chose, si on a été biberonné en quelque sorte à ces dispositifs d'évaluation, ça paraît pas si terrible que ça. C'est-à-dire qu'on a intériorisé entre cuir et chair, on a incorporé quelque part cette manière, justement, ce qui montre d'ailleurs la performativité de ce type d'évaluation. Ça rend pas plus efficace, c'est pas vrai. Hein. Ça, vous avez compris, c'est pipeau. C'est les meilleurs chercheurs. J'ai été expert au ministère de la Recherche pendant 7 ans. J'ai été conseiller national des universités pendant 15 ans. J'en ai été vice-président et président. Je peux vous dire que ça améliore pas, c'est pas ça. Mais ça permet de donner des ordres et de soumettre les gens. C'est ça qui marche, quoi. Et là, à ce niveau-là, c'est performatif, ça fabrique ce monde-là. Alors, moi, j'ai une phrase, je ne l'ai pas là, parce que c'est dans mon prochain bouquin, je ne l'ai pas amené, si vous voulez. Il y a une phrase de la Boétie qui est assez extraordinaire, parce qu'il s'inquiète beaucoup, comme vous, comme moi, il s'inquiète beaucoup en disant « Mais qu'est-ce qui va se passer avec ce discours sur la servitude volontaire? Qu'est-ce qui va se passer ?» Et son inquiétude, c'est pour ceux qui vont subir ce joug sans avoir connu autre chose, est-ce que ça ne va pas leur paraître naturel? Et c'est votre question. Vous voyez, alors, il ne répond pas, je ne vais pas y répondre, moi, bien sûr, mais c'est la grande question. C'est-à-dire qu'on peut se demander jusqu'à quel point, on le voit bien, par exemple, on voit très bien au niveau des enseignants-chercheurs, des médecins, des psys, etc., si vous voulez, pour aller vite, ceux qui ont passé 45-50, vous voyez, qui ont connu, entre guillemets, autre chose, et puis les trentenaires, pour aller vite. Hein. Et là, on sent que il n'y a pas eu, pourrait-on dire, il n'y a pas eu d'autres expériences. Et ça paraît, vous voyez, ça paraît... Moi, personnellement, j'ai écrit pour refuser les expertises officiellement, à partir du jour, notamment, où j'ai fait 2 expériences terribles, je dirais. La première, c'est que alors que j'étais au conseil national de l'université depuis longtemps et que j'avais eu, on va dire, des postes de responsabilité, même de pouvoir, un jour, je rapporte sur une thèse et je dis quelques mots sur le contenu de la thèse. Et on me dit, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de parler de la thèse. Tu dois donner le jury, tu dois donner la mention, tu dois donner les éléments formels, mais tu ne dois pas parler du contenu des travaux. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous avec cette bande de cons? Enfin, c'est pas possible, quoi. Alors que certains étaient charmants et très proches amis, mais pour moi, c'était sans intérêt. S'il s'agissait de simplement comptabiliser le nombre d'articles, parce que c'est même pas la valeur d'un article. Du coup, c'est les supports de publication. On est dans une logique de marque. Ce qui compte, ce sont les impact factors des revues. Donc il vaut mieux publier un article comme Forisson dans une revue à fort impact factor, même si c'est mauvais, même si c'est faux, même si c'est fallacieux, plutôt qu'un excellent article dans une revue grise. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une politique des marques. Il y a quelque chose d'absolument catastrophique. Et la deuxième chose, j'ai été un jour invité dans un jury d'un prix assez prestigieux, prix européen, je ne vous dirai pas lequel, dans un pays étranger, pour aller vite, et où il s'agissait de récompenser des recherches biomédicales. Donc, j'avais un certain nombre de dossiers, et comme je ne connais rien d'un certain nombre de spécialités médicales, bien sûr, j'ai travaillé pendant plusieurs jours avec un copain qui est prof de cancéro à Marseille, qui m'a un peu expliqué les choses. Et donc, je suis allé dans ce pays avec mes dossiers. Moi, j'avais rapporté sur 2 dossiers de psychiatrie, donc ça, c'était facile. Et à ce moment-là, il s'est trouvé que, par le fait du hasard, il fallait présider le jury. C'était le plus âgé dans le grade le plus élevé. J'étais le plus âgé dans le grade le plus élevé, donc c'est moi qui présidait le jury. Et donc j'ai demandé qu'on rapporte sur ces dossiers, et on m'a dit « Ah non, on va pas rapporter. » Ah bon ?
c'est pas la peine. On a les facteurs H, facteur M, impact factor, etc. On a les totaux, regardez, c'était tous des cadors. Ils avaient plus publié, à mon avis, les dossiers que les mecs qui étaient autour de la table. Hein. Ils avaient publié dans Lancet, Nature, Science, etc. Donc, bon, j'ai dit, enfin, on va quand même regarder les dossiers, savoir de quoi ça parle. Non, c'est pas la peine. Vous êtes démocrate, faites-nous voter. Bon, très bien, votons. J'étais mis en minorité. Et donc, si vous voulez, en gros, on a déplacé des 4 coins de l'Europe une dizaine de braves gens, pour ne pas dire des couillons, hein, et qui finalement, n'est-ce pas, n'ont rien eu d'autre à faire que faire une addition, n'est-ce pas, que n'importe quel élève de combien deuxième année avant la réforme d'Arcos aurait pu faire. Oui. Donc, en gros, à quoi ça sert de faire venir une dizaine d'experts européens pour finalement faire une addition? Et l'évaluation aujourd'hui incline de ce côté-là. Incline de ce côté-là. Et j'ai eu quelques expériences de ce type, et c'est ce qui m'amène à dire, vous voyez, que, en gros, la censure aujourd'hui n'opère pas sur le contenu des discours. Vous pouvez dire à peu près n'importe quoi, bon, sauf si vous exagérez un peu, mais ce sont les conditions formelles de production des discours qui censurent les choses. Vous avez tout à fait le droit de faire de la recherche, n'est-ce pas, sur le sexe des embryons du rat blanc. Il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez, si ça n'est pas dans les projets corrects de la communauté, on vous le laissera faire, mais ça ne comptera pas. Vous pouvez enseigner la psychanalyse, la phénoménologie, la psychothérapie institutionnelle, en psychiatrie ou en psychologie. Mais à ce moment-là, vous n'allez pas publier dans les revues, les grandes revues, ça veut dire revues états-uniennes, il faut être clair, n'est-ce pas, en anglais, et des revues qui sont davantage positivistes. Donc, ça ne comptera pas. Donc, vous voyez, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, il faut prendre la dimension politique de cette affaire-là. C'est-à-dire que l'avenir d'une société de la norme, c'est pas un gauchiste qui dit ça, c'est Canguilhem. Canguilhem, comme vous savez, c'est un médecin, philosophe, résistant, mais plutôt de centre-droit, on dirait, pour aller vite. Bon. Eh bien, Canguilhem disait que l'avenir d'une société de la norme, c'est la termitière. C'est la société animale, où chaque individu, n'est-ce pas, est une pièce fonctionnelle pour une production collective. Et je crois, alors ça c'est un peu le sens de mon bouquin qui sort là, n'est-ce pas, il va s'appeler L'individu ingouvernable. Il sort le 9 septembre, Lien qui libère. Bon. Je fais un peu de pub au passage. Bon. Eh bien, si vous voulez, ce que j'essaie de montrer, c'est que cette crise-là, nous l'avons connue. Nous l'avons connue entre les deux guerres. Et que ce sur quoi ça a débouché sur des totalitarismes politiques appuyés sur des mouvements de masse. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, n'est-ce pas, on va dire que ce dont aujourd'hui le néolibéralisme risque d'accoucher, c'est ce dont a accouché déjà le libéralisme, n'est-ce pas, au début du XXe siècle, déjà à la fin du XIXe. Il ne faut pas oublier que, par exemple, n'est-ce pas, à la fin du XIXe siècle, en 1895, n'est-ce pas, qui va gagner les élections à Vienne? C'est Karl Lueger, tribun antisémite, populiste, qui vont être les tribuns antisémites à cette fin du 19e, c'est Schonnerer, dont Hitler va dire, voilà le génie qui m'a précédé. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, on a, enfin, ce que j'essaie de montrer dans ce bouquin qui apparaît, c'est comment les différents libéralismes ont accouché d'un certain nombre de monstruosités. Pourquoi? Pas parce que le libéralisme est une mauvaise chose, c'est pas le problème. C'est parce que le libéralisme ne peut pas prendre en compte des dimensions qu'il laisse de côté parce que justement il est fixé sur un critère qui est la rationalité instrumentale. Et donc tout ce qui est de l'ordre du sens, tout ce qui est de l'ordre de la valeur, tout ce qui est lié, vous voyez, donc je pense que notre boulot à nous, peut-être, c'est ça, c'est de dire, mais attention, les troubles de l'hyperactivité de l'attention, attention, les violences dans les banlieues et dans les quartiers chics, peu importe, ça n'est pas sans rapport avec la manière dont nous vivons. Et attention, bien sûr, je suis d'accord, bon, il faut de la surveillance, bon, mettons de la surveillance, il faut des moyens, mettons des moyens, mais ça ne suffira pas. C'est-à-dire que si en quelque sorte on se contente de surveiller et de normaliser techniquement, on produira ce qu'on est censé soi-disant guérir. Ouais, c'était juste une
question par rapport à vos derniers propos où vous parlez du libéralisme, où en fait l'utilisation de ce terme m'interroge un peu sur le sens que vous lui donnez en tant qu'organisation sociale, ou enfin si vous aviez pu préciser un petit peu. Il en va du libéralisme comme du bonheur, de la liberté. Ce sont des termes très polysémiques, pour aller très vite, si vous voulez, mais dont on peut dire que le point commun, c'est la liberté d'expression, liberté d'opinion, c'est-à-dire possibilité de s'émanciper des différentes tutelles, qu'elles soient d'autorité religieuse ou politique. C'est quand même ça. Le libéralisme philosophique, c'est le XVIIe. Le libéralisme, si vous voulez, de philosophie politique, c'est la fin du XVIIIe, et qui va se jouer sur les différentes scènes européennes au XIXe. Alors, pour aller vite et pour faire simple, c'est effectivement un des points, là encore, de mon bouquin, mon prochain bouquin. On voit bien comment, si vous voulez, les valeurs libérales qui vont fonder la légitimité des pratiques de gouvernement des libéraux, comme on les appelle, par exemple les Austro-Hongrois libéraux à Vienne, ou bien les libéraux, si vous voulez, il y a différentes formes de libéraux, Guizot, Constant, etc., mais au niveau, ou Tocqueville, etc., au niveau en France, par exemple, c'est cette idée essentiellement d'un appelé simplement à la raison et à la responsabilité morale pour gouverner l'individu. C'est-à-dire qu'en gros, l'individu, vous pouvez le gouverner à partir du moment où vous lui supposez une rationalité à la fois d'intérêt et de moralité, d'autonomie, de volonté, par exemple, d'autonomie de la personne, suffisante pour pouvoir le gouverner. Donc vous pouvez prévoir son comportement et vous pouvez pouvoir orienter son comportement en fonction de son intérêt. Bon. Je fais vite et je fais simple, hein. Mais là, on le voit très bien, cette prévalence des deux termes qui reviennent sans arrêt, raison et responsabilité morale, autonomie de la volonté, pour aller très vite. C'est un terme juridique d'ailleurs, comme vous le savez sans doute, n'est-ce pas ? Et on voit très bien comment c'est le point commun, ensuite avec des différences selon effectivement les libéraux, mais c'est le point commun à l'ensemble des valeurs du monde libéral. Qui implique quoi ? Qui implique, si vous voulez, un pari sur la science. C'est ce que Renan va appeler la religion de la science. C'est la science qui va permettre de conduire les hommes. Qui implique quoi ? Qui implique un pari sur le progrès. C'est une société qui va être dans un évolutionnisme, n'est-ce pas, conduisant à une amélioration de ses conditions de vie en fonction justement des différents progrès techniques. Or ça meurt. On va dire que, par exemple, à Vienne, si je prends Vienne, puisque j'ai un peu étudié cette question, c'est 1860. Et 1880, 20 ans plus tard, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? En France, c'est un peu différent parce qu'il y a la Troisième République, mais ça ne marche pas pour une raison très simple. C'est que les conséquences des différentes révolutions industrielles ont impacté la composition de la société, qui va de plus en plus laisser de gens sans travail, misérables, et constituant le prolétariat et le sous-prolétariat qui vont constituer les masses qui vont faire très peur. Il faut voir que la commune, n'est-ce pas, la commune en France, elle va hanter toute l'Europe. C'est le spectre qui va hanter toute l'Europe. C'est quoi ? C'est la peur des masses qui peuvent prétendre s'autogouverner, donc se passer de la bourgeoisie. N'oubliez pas quand même, les libéraux, c'est quand même la révolution bourgeoise. Hein. Passer de la bourgeoisie, s'autogouverner. Et là, il y a une trouille bleue. Et c'est le moment, d'ailleurs, où ces fameux libéraux constatent que, à pousser leur logique jusqu'au bout, ils débouchent sur le socialisme. C'est la thèse de Jaurès. Hein. Ils débouchent sur le socialisme, et c'est la trouille bleue, et l'alliance, à partir de ce moment-là, des libéraux avec les conservateurs, pour s'opposer à la montée de nouvelles tendances politiques que vont constituer les socialistes, les marxistes, etc. Donc, vous voyez, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que, en gros, l'idée que la raison et la morale suffisent pour conduire l'individu, et l'individu autonome peut ainsi contracter avec les autres et fonder société, grande thèse notamment de Rousseau et compagnie,
ça fout complètement le camp à la fin du 19e. Ça tient plus la route. Et c'est ce qui conduit aux crises, dont notamment la montée des populismes, par exemple, à Vienne, mais aussi dans d'autres parties de l'Europe. Et face à cette peur des masses qui vont si vous voulez, déboucher sur des actes révolutionnaires, par exemple la propagande par acte chez les anarchistes, etc., cette peur-là va conduire justement les libéraux à passer, on dira, du camp des progressistes en politique au camp des conservateurs. Ça va? Je suis clair? Alors, le néolibéralisme, c'est autre chose. Le néolibéralisme, si vous voulez, ça, c'est, on va dire, 1964, Gary Becker, Le Capital humain. C'est la période où l'idée, c'est que non seulement moins il y a d'États, mieux le marché se régule lui-même, mais cette idée que le marché ne suffit pas à se réguler, pour que ça fonctionne, il faut que toute la société soit isomorphe à la régulation interne par le marché lui-même. C'est-à-dire, en gros, chaque individu est une entreprise. Toi, Tess de Becker, je vais la reprendre aujourd'hui, mais vous voyez, l'homme est une entreprise, il produit sa propre satisfaction, il a donc un capital humain, pourrait-on dire, et il va déterminer ses choix de conjoint, nombre d'enfants, politique d'immigration, politique d'éducation, politique de mode, etc., sur la base d'une entreprise. Et donc, c'est cette idée, en gros, que aucun secteur de l'existence ne peut se soustraire au modèle d'intelligibilité de l'analyse économique. Et ça va très très loin chez Gary Becker. Ça, c'est le néolibéralisme. Bon, on y est en plein dedans. On est en plein dedans, bien sûr, on le sait. Et les gouvernements comme Ronald Reagan, Margaret Thatcher, etc., sont largement conseillés dans cette voie-là. Ce qui est un peu embêtant, c'est que... Ah, pardon. La gauche ne donne pas le chemin. Parce qu'on aurait pu attendre, dans le cadre de la réforme de l'action publique, la modernisation de l'État, qui, dans le texte, si on reprend le texte de Sarkozy, se réclame de la méthode Lean, c'est-à-dire sortie du toyotisme avec une ultra-rationalisation. La gauche, sur le fond, n'a pas changé le texte. Elle nous a donné l'illusion qu'on mettrait un peu d'humanité. Et quand on regarde dans les faits, on est quand même du côté du moins 10 ans. C'est les logiques quantitatives qui l'emportent. Et donc, c'est comment, d'une certaine manière, renverser cette tendance où le quantitatif l'emporte en permanence sur le qualitatif, où, pour intervenir pas mal dans les collectivités territoriales, on constate qu'on n'est plus du tout dans de la participation. On attend des cabinets de consultants, qu'ils arrivent sur le terrain, qu'ils fassent le packaging, qu'ils rendent le service et qu'ils s'en aillent. C'est-à-dire qu'on nous freine considérablement dès qu'on va s'engager dans des logiques de co-construction. On n'est plus du tout là-dedans. Et à la fois, on se dit, c'est quand même intéressant, parce qu'on est sur un gouvernement de gauche, mais la gauche n'a pas du tout, sur le fond, renversé cette tendance. Alors, où sont aujourd'hui les nouvelles formes de pression ? Qu'est-ce que la société civile aujourd'hui, qu'on représente ici d'une certaine manière, peut faire ? Parce qu'à la fois les systèmes d'alerte sont à la fois dans le rouge, mais on n'a pas le sentiment que ça bouge beaucoup. Est-ce que tu es sûr qu'on est dans un gouvernement de gauche ? Non, parce que on n'a pas changé de logiciel. Pour répondre à ta question, je crois qu'il faut repartir. On en parlait tout à l'heure un peu dans les couloirs. Il faut repartir de la manière dont on conçoit les services de l'éducation, du soin, de la justice, etc. Bon, on voit bien, par exemple, mai 1944, à Philadelphie, le Bureau international du travail, n'est-ce pas, considère que si on veut éviter cette grande boucherie qui s'est produite en Europe, qui continue encore, c'est la fin de la guerre, n'est-ce pas, il faut investir dans le soin, l'éducation, la justice, etc. C'est-à-dire que ce sont en gros des vecteurs d'émancipation et d'investissement pour l'avenir. C'est une évidence. C'est-à-dire qu'en gros, on cultive ce que le philosophe Benjamin appelait le levain de l'inachevé. La fameuse ordonnance de 1945 avec laquelle on nous casse les oreilles parce qu'elle a été déjà chamboulée 300 fois, n'est-ce pas ? Eh bien, si vous voulez, cette fameuse ordonnance de 1945, son principe, c'est ça, c'est-à-dire que, quelles que soient les bêtises, voire les grandes conneries qu'ont pu faire un gamin,
un ado, on peut considérer qu'il n'est pas foutu parce qu'il y a eu tellement de millions de morts en Europe qu'on ne peut pas se permettre de gâcher de l'humanité. On peut se tromper, mais et donc à ce moment-là, on met en place, n'est-ce pas, les collines, enfin les trucs d'inadaptation, etc. Il y a donc une volonté de soigner, d'éduquer, de sauver même le pire connard de ces adolescents qui est capable de faire des saloperies, etc. Et ça va de soi. C'est pas des naïfs. Hein. Ils sortent du maquis, ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Bon, c'est pas ça. Mais c'est un pari. C'est le pari que tout n'est pas joué. Vous voyez, c'est ce que disait aussi Jaurès quand il dit c'est quoi l'humanité? L'humanité, c'est pas une espèce de transcendance qui flotte. L'humanité, c'est pas chaque individu. Jaurès dit l'humanité, c'est cette parcelle qui existe en chacun de nous qui lui fait refuser la fatalité biologique et économique. C'est-à-dire, il n'y a pas d'innocence. On sait bien que la génétique détermine. On sait bien que l'économie détermine. Mais néanmoins, si on veut rester dans l'humanité, n'est-ce pas, il faut parier sur le fait que l'avenir ne sera pas le simple reflet du passé, ce que fabrique l'évaluation, comme vous savez. Bon. Donc, tu vois, c'est aujourd'hui, à partir du moment où on considère que le soin, l'éducation, la justice sont des déficits, la culture des déficits, n'est-ce pas? Et à partir du moment où on les évalue de manière quantitative et formelle, c'est pas compliqué. Ça veut dire qu'on a renoncé à ce que Alain Supiot appelle l'esprit de Philadelphie. C'est-à-dire on a renoncé, si vous voulez, aux valeurs. Moi, je ne suis pas arc-bouté sur la défense des acquis sociaux, sur la défense. C'est pas ça le problème. Je m'en fous complètement, c'est pas ça. Le problème, c'est les valeurs qui ont fondé ces décisions. Ensuite, qu'on réaménage les choses. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on est passé, je dirais, de l'attachement à des valeurs humanistes comme capable d'éviter le grand massacre universel à, pourrait-on dire, une forme de calcul de ce que coûte l'investissement de ces valeurs et calcul qui, de mon point de vue, nous conduit au massacre universel. Vous avez évoqué Prométhée et vous avez évoqué notamment les techniques médicales et j'ai pensé à euthanasie et je me suis dit qu'est-ce que l'euthanasie en fait redonne à l'homme que lui avait enlevé Prométhée en définitive, puisqu'entre le feu effectivement la technique et cette notion de la finitude, enfin voilà, c'est plus une question ouverte et sur ce que pouvait enlever l'euthanasie de la part de liberté qu'a l'homme justement à vivre à ce que lui avait enlevé en définitive Prométhée. Alors, je méfie des questions rapides parce qu'en principe il faut y répondre longuement. Si vous voulez, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à votre question. Mais pour aller vite, l'euthanasie, ça veut dire quoi? Ça veut dire la bonne mort. Bon, je ne suis pas sûr, encore une fois, que la mort soit bonne, mais on est peut-être dans le devoir de considérer qu'il faut rendre le plus vivable possible les derniers moments de l'existence. Bon, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Si vous voulez, moi j'ai travaillé pendant 3 ans dans un service de soins palliatifs. C'est pas simple du tout. D'abord, maintenant ça a un peu changé. Mais au tout début, par exemple, la fameuse T2A, tarification activité, elle condamnait quasiment les services de soins palliatifs. La quantification, etc., ça ne marchait pas. Bon, alors après ça s'est un peu arrangé, mais je me souviens très bien du directeur de la maison à Gardanne, une des premières, si vous voulez, une des premières institutions de soins palliatifs dans ma région. Donc, Jean-Marc Lapiana me disait on est foutu avec ça, etc. Bon, ça a un peu changé quand je l'ai revu lors d'un jeu de thèse. Il m'a dit non, mais tu sais, ça s'est un peu arrangé. Bon, voilà. Mais toujours est-il qu'il y avait cette menace, si vous voulez. Bon. On voit bien en tout cas comment justement la mort est aussi peut-être une limite aux ambitions de cette quantification. Alors après, je dirais c'est compliqué. Bon, c'est compliqué parce que j'ai participé à plusieurs débats, à plusieurs échanges. Finalement, ce qu'on est en droit d'espérer, c'est de pouvoir conserver jusqu'au bout sa dignité. Donc le droit de mourir dans la dignité, je crois que l'expression est forte et vraie.
si vous voulez, on sait, dans certaines maladies et autres, combien c'est extrêmement douloureux aussi, parce que ça mène à, je dirais, une dégradation telle que on peut avoir envie de mourir. Alors, après, je ne suis pas sûr d'arriver à répondre à votre question. Après, je vous ai dit, c'est rapide, moi je pense. Bon. Après, l'autre problème, c'est la protocolisation. C'est-à-dire aussi une espèce de législation telle que, soit dans un sens qui va répondre à des ambitions ou à des prétentions religieuses, soit dans un sens qui va répondre à une exigence d'opinion, on va légiférer, et légiférer sans débattre. Sans débattre au sens où, bien sûr, les parlementaires vont débattre. Bien sûr, les conseillers des ministres vont débattre. Mais ce n'est pas eux qui sont en train de mourir. C'est pas eux la famille qui accompagne le mourant. C'est pas eux les soignants. Vous voyez ? Donc ça, pour moi, alors c'est très difficile, je ne peux pas répondre à cette question, parce que en même temps, si vous ouvrez une autorisation si large qu'elle peut permettre à des patients mélancoliques, comme ça arrive en Suisse ou en Belgique, d'aller demander, n'est-ce pas, demander la mort. C'est-à-dire un suicide médicalement assisté, mais je dirais qu'il s'inscrit dans une logique libérale. Alors pour le coup, par rapport à votre question du libéralisme, qui s'inscrit dans une logique libérale. L'individu a jouissance de sa vie, de son corps, comme bien matériel, privé, et il en fait ce qu'il veut. Ça va très loin. Marcela Yacoub considère que la prostitution, par exemple, c'est pas normal qu'elle soit interdite dans un régime libéral, puisque théoriquement le corps vous appartient, vous en faites ce que vous voulez. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. Bon. Là, très franchement, moi je ne peux pas vous répondre parce que je pense qu'on n'a pas eu de vrai débat là-dessus. Les vrais débats là-dessus, à mon avis, ils doivent remonter des professionnels et des familles qui ont vécu et accompagné ces patients. Et à mon avis, c'est un peu ça pour moi le déficit démocratique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ces espaces de parole et d'échange qui pourraient permettre que des décisions soient prises. Pour avoir travaillé avec un service hospitalier de soins palliatifs, moi j'ai trouvé ces gens absolument formidables, extraordinaires, et j'ai pas trop eu l'impression que des cas de conscience douloureuse se posaient pour eux. C'est-à-dire que concrètement et pratiquement, ils savaient à partir de quel moment, si vous voulez, les choses peuvent se faire. Voilà ce que je peux vous dire. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, c'est presque au cas par cas, dans des lieux où les choses peuvent se décider. Parce que si moi, vous me demandez aujourd'hui si je suis atteint d'une maladie neurodégénérative, catastrophique, etc., avec l'investissement narcissique que j'ai concernant la pensée, la parole, etc., je vais vous dire, mais il faut absolument me tuer, il faut m'euthanasier le plus vite possible. Mais je pense, je touche du bois, bien portant. Vous voyez ? Et je trouve que là, il y a un point qui est extrêmement important, c'est on est aujourd'hui dans une inflation législative. Il y a un très beau texte que je cite dans La Fabrique des imposteurs, qui est le livre d'un doyen de la faculté de droit, Jean Carbonnier, qui parle de la passion du droit sur la Ve République. Et il dit, on a tellement produit de lois que la loi n'a plus de valeur. Elle vaut un règlement d'entreprise, un règlement de service. Il dit, elle est atteinte d'inflation et d'enflure. Et je crois que c'est ce point. Donc, moi, je suis plutôt terrifié aujourd'hui. À la limite, je dirais plutôt au Parlement, ne faites plus rien pour l'instant, quoi. Parlons-en, mais s'il vous plaît, arrêtez de vous mêler de tout et de n'importe quoi. Surtout que vous allez le faire sous pression pour être réélu, pour faire plaisir, pour passer à la télé, etc. Surtout plus rien. Laissez aux citoyens... Vous voyez, la réappropriation de la démocratie confisquée par la technocratie. Et laisser reprendre par la jurisprudence, notamment. Bien sûr, ça c'est ce qu'ils appellent le droit bout. Bien sûr, ça c'est le droit bout. J'ai une amie, Catherine Diberge, professeure de droit, qui a fait 2 gros bouquins sur la force des normes
Et justement, la densification des normes dans le tissu juridique aujourd'hui fait que c'est pas que la loi. C'est les recommandations, c'est les règles, c'est les prescriptions. C'est un peu ce que j'ai essayé de vous dire à propos justement du quadrillage normatif des conduites. Merci beaucoup pour votre intervention à la fois accablante et moi je trouve très stimulante. Parce que justement j'ai l'impression que dans nos métiers de l'accompagnement, que ce soit en coaching, en psychothérapie, ce que je pratique, justement, nous sommes dans ces espaces où peut-être quelque chose d'autre peut se passer et je veux encore y croire. J'ai plutôt l'impression que ça nous met face à une responsabilité énorme qui est de refonder peut-être une éthique professionnelle, peut-être une éthique de la relation à l'autre et d'utiliser ces espaces de liberté où justement, si je reprends vos mots, il y a place à un travail à partir du sensible, il y a place à l'expérience de la liberté, il y a place à la reconnaissance de la finitude, à la reconnaissance de l'autre, par construction, puisqu'on est dans une relation duelle. Donc je me dis, mais on a tout ce qu'il faut pour... Donc comment vous pouvez peut-être nous donner 2-3 éclairages, sinon des normes, parce que là on retomberait peut-être dans tout ce qu'il faudrait éviter, pour ne pas passer à côté de cette chance que nous avons. Alors évidemment, moi je m'inscris dans une pratique qui est plutôt... là de travail avec des particuliers qui viennent dans une démarche volontaire, en dehors d'un cadre institutionnel. Et effectivement, peut-être qu'on est de moins en moins confortable, comme disait Christian, pour travailler pour des collectivités, pour des organisations, comme instrument d'une institution. En revanche, dans la relation avec le particulier, jusqu'où pouvons-nous exercer notre liberté et quels sont les conseils que vous pouvez nous donner ? C'est pas des conseils, c'est plutôt des réflexions. La première réflexion, c'est que je pense que dans l'état de dégénérescence de notre démocratie, de nos démocraties occidentales, pour aller vite, qui sont ce que j'appelle les démocraties d'opinion et d'expertise, il est extrêmement important de réhabiliter la valeur de la parole, du récit, du témoignage. Donc, tout ce qui peut développer des espaces de parole, ça me paraît essentiel. Ça me paraît essentiel parce que, comme vous l'avez entendu, c'est en gros la prescription par la technique qui nous économise d'avoir à penser, d'avoir à parler et donc d'avoir à décider. Il y a une phrase de Lyotard que j'aime beaucoup. Dans un univers où le succès de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut mais incorrigible, d'en faire perdre. Donc en gros, aujourd'hui, n'est-ce pas, pour gagner du temps, il y a une économie de la pensée et de la parole. Donc, moi, je ne crois pas qu'il faille supprimer les chiffres, par exemple. Mais les chiffres doivent être là pour qu'on puisse en parler et non pas pour nous faire taire. Donc, ils ne peuvent pas se suffire à eux-mêmes. Ça suppose qu'on puisse en parler, savoir comment ils ont été fabriqués, à quoi ça sert, etc., qu'est-ce qui est contestable et autres. Donc, si vous voulez... Voilà, c'est vraiment l'axe. Alors, à partir de cet axe-là, je crois que, par exemple, du point de vue professionnel, ça veut dire peut-être aussi qu'il est important qu'il y ait des plages de temps qui soient des lieux d'échange, de parole, d'écoute, et qu'on ne se contente pas, par exemple, de faire circuler des questionnaires d'autosatisfaction ou des questionnaires de transmission ou des trucs comme ça. Parce que là, je crois qu'on n'évitera pas le monde numérique. On y est déjà, on n'évitera pas le monde des robots. On y est déjà, c'est pas ça. C'est, en gros, comment est-ce qu'on peut, humainement parlant, accueillir les robots sociaux, je veux dire. Il ne s'agit pas de les proscrire. On ne va pas casser les machines, ni les ordinateurs. C'est pas ça. Mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte de ne pas être aliéné par les instruments qu'on a créés ? Bon. Pour l'évaluation, je crois qu'il faut bien prendre en compte cette dimension, que la valeur ne peut pas se déduire simplement de la moyenne ou du chiffre, que ça suppose une réflexion, un échange. Donc c'est pareil, que ce soit dans les dossiers, dans n'importe quoi, dans la recherche, l'enseignement. La chose épouvantable, par exemple, cette connerie que constitue le pourcentage de réussite au baccalauréat. Hein, non, il y a un type qui s'est suicidé à Marseille il y a 1 an et demi, là-dessus, un prof. Vous voyez ? C'est-à-dire ce truc complètement fou de considérer la valeur d'un enseignant en fonction du pourcentage de classe d'âge
n'est-ce pas, ayant le bac, sans savoir ce que vaut le bac comme capital symbolique d'accès justement au marché du travail, ou d'accès à la culture, ou d'accès à la pensée. Donc il faut en finir de ça. Moi, mon combat, vous l'avez compris, c'est de porter le fer dans ces systèmes d'évaluation qui, encore une fois, ne sont qu'une nouvelle forme de servitude volontaire. Évaluer, bien sûr qu'il faut évaluer. Noter, bien sûr qu'il faut des chiffres, bien sûr qu'il faut des chiffres. Mais qu'on en parle, qu'on discute, qu'on voit comment c'est fait, à quoi ça sert. Et non pas, si vous voulez, qu'on les applique mécaniquement. Parce que c'est là où on s'identifie, en gros, à l'automate, et on a une propension naturelle, je dirais, à s'identifier à l'automate. Bon. Alors, je crois aussi que le travail, vous voyez, je crois qu'on est dans une période où on veut casser les métiers. Si vous prenez par exemple le rapport Guy Valenciennes sur la médecine, il considère que 85% des patients aujourd'hui ne relèvent pas des médecins. 15% oui, 85% pour être orientés vers des techniciens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous voulez, de plus en plus éviter la constitution de métiers ayant des valeurs, des traditions et les transmettant. Donc je crois que les métiers constituent un lieu d'élaboration d'une éthique qui doit être une éthique partagée pour éviter le corporatisme, bien sûr. Une éthique partagée avec les usagers de ces métiers, les citoyens qui partagent les services de ces métiers. Mais je crois que c'est assez part, d'ailleurs Robert Castel avait beaucoup insisté là-dessus, c'est-à-dire le caractère inséparable des droits politiques et des droits sociaux. Et donc, si vous voulez, s'il n'y a pas une élaboration des droits sociaux, il n'y a pas possibilité de les inscrire comme droits politiques. C'est quand même sur la scène, sur la scène professionnelle, Jaurès disait la démocratie ne peut pas s'arrêter aux portes de l'usine. Je dirais aujourd'hui, la démocratie ne peut pas s'arrêter aux portes des laboratoires, des salles de classe, des services hospitaliers, etc. Je crois que c'est très important. Regardez à quel point on a transformé, par exemple, le rôle du facteur. Le facteur, moi, dans ma jeunesse, c'était un moment important. Le moment où il apporte le courrier, on discute avec lui. Je ne parle pas alors, parce que ça se passait en Corse ou dans les Alpes, etc., n'est-ce pas? Mais il y avait véritablement un métier de facteur. Aujourd'hui, c'est l'horreur. Vous recevez des putains de papiers dans la boîte aux lettres, vous étiez absent. Je n'ai pas bougé de la journée, je ne suis même pas non, vous étiez absent. Bon. Et c'est des services, etc. Enfin, il y a une externalisation. On a complètement changé, on a cassé le métier de facteur. Or, demain, je peux vous le dire, on aura cassé le métier d'enseignant, le métier de chercheur, le métier de journaliste, le métier de magistrat, le métier de médecin. C'est évident. Donc, je crois que là, on a une réflexion à mener. Je crois qu'il faut d'abord qu'on l'amène à l'intérieur de chacun de nos métiers, et puis de manière transdisciplinaire. C'est un peu l'appel des appels qu'on a lancé avec Stéphane Chédri il y a quelques temps. On peut toujours aller sur le site, on a toujours des vidéos, des textes, etc. Je crois que c'est très important d'essayer de voir ensemble comment on peut créer de nouveaux espaces démocratiques. Parce qu'il y a vraiment une urgence à pouvoir trouver une nouvelle forme de souveraineté démocratique, quoi. Vous voyez, on voit bien aujourd'hui, par exemple, regardez ce qui se passe en Grèce, comment à la fois, n'est-ce pas, les exigences des puissances, enfin de la Troïka, mais le gouvernement élu par le peuple dans une impasse. Et ce qui se joue, c'est pas seulement le remboursement des dettes, ce qui se joue, c'est de savoir si la souveraineté d'un vote peut ou pas prévaloir sur l'ingérence de puissances financières. C'est ça qui est en jeu. Ce n'est pas les milliards dont on se fout éperdument. Et si les autres peuples se mettent à faire comme les Grecs, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, n'est-ce pas, le néolibéralisme dans sa dimension internationale peut s'effondrer. Donc c'est l'enjeu majeur. Regardez la manière dont la seule chose qui reste à Tsipras, c'est d'en appeler un référendum. Bon, alors, je ne suis pas contre, hein, je soutiendrai très volontiers Tsipras dans sa démarche, c'est pas le problème, mais c'est en même temps très limité parce que c'est pas un débat. C'est pas un débat. C'est est-ce qu'on prend le risque de sortir de l'Europe ou d'y rester? Est-ce que voilà, c'est et là on voit bien le point d'impasse. C'est quel que soit le gouvernement, alors pour reprendre ce que tu disais, de droite, de gauche, du centre, le point d'impasse, c'est faute de possibilité de parler, de prendre ensemble des risques, ben, on est appelé à voter. Et aujourd'hui, le vote est bien souvent une session de rattrapage des sondages d'opinion.
Avant de conclure définitivement, vraiment, Monsieur Gori, merci infiniment d'être venu jusqu'à nous, de nous donner du courage de continuer ce travail solitaire. Nous aimerions pouvoir trouver le chemin du collectif, puisque nous sentons bien que nous sommes à la frontière d'un moment sociopolitique extrêmement important et à la fois très angoissant, puisqu'effectivement, la difficulté aujourd'hui, c'est de voir le chemin de l'humanisme que vous avez évoqué et qui est pourtant tellement galvaudé aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas un politique qui ne se revendique ou qui ne se réfère dans son action à l'humanisme. Voilà. J'ai beaucoup aimé vos références à Pasolini dans vos travaux, donc je voulais vous le dire parce que je crois qu'effectivement c'est très très important de redonner aussi à la place de l'art et des artistes et de renvoyer chacun de nous à ce que tous les arts, et nous sommes dans un lieu qui nous y prête et nous y conduit, ce que l'art peut nous apporter dans nos propres réflexions. Et simplement pour conclure, j'ai pensé tout au long de votre intervention à la phrase de Lacan qui dit que le langage ne sert pas à communiquer, mais qu'il sert à échanger ce que fabrique le désir. Et donc, à nous de chercher ou de rechercher la fabrique du désir. Merci à vous.